comme chaque mardi, vous retrouvez votre émission « Que les choses soient dites ». Le thème de ce soir se base sur un sujet qui fait débat, qui interpelle, mais surtout qui vient compléter la réflexion de beaucoup d'observateurs guadeloupéens. Aujourd'hui, les foyers sont inondés par les informations issues des réseaux sociaux. À qui profite cet engouement? Sommes-nous des victimes consentantes ou des acteurs éclairés de ce média particulier? Ce soir, nos invités auront à répondre à cette question. Les réseaux sociaux sont-ils néfastes? Un plateau d'invités que vous connaissez plus ou moins. Honneur aux dames, donc Evita, que vous avez l'habitude de voir tous les mardis. À ses côtés, Samuel Damodi, Sam, lui aussi présent comme à l'accoutumée. Et puis Raphaël, de son surnom Rafa, qui est avec nous aussi, les psychologues. Et de l'autre côté du plateau, vous avez Harry, lui aussi fidèle de cette émission. Et puis Zébris. Zébris qui n'est pas du tout timide, rassurez-vous. Zébris qui fait partie de la maison puisqu'il est souvent de l'autre côté. C'est lui qui vous fait, en tout cas, la réalisation des émissions. Ce soir, il est avec nous puisque c'est un sujet qui l'intéresse. Et puis, Zébris, est-ce qu'on peut tout dire ce soir? Oui, il n'y a pas de souci. On peut tout dire. Zébris qui est ici, mais qui a eu un petit accident et il a juste une jambe avec un plâtre, voilà. Mais il a tenu à être là. Et puis une côte un peu... Ouais, on va dire une côte flottante. Une côte flottante, mais il est ici ce soir et il aura à cœur de débattre de cette question avec le reste de nos invités. En tout cas, merci à tous d'être ici. Et puis les réseaux sociaux, je suis sûre, vont créer un beau débat ce soir et avec aussi vos appels, vous qui êtes à la maison. Maintenant, rapidement, qu'est-ce qu'un réseau social, Zébris? Un réseau social, c'est justement une plateforme, on va dire numérique, qui permet à chaque individu de la société ou individu aussi professionnel de pouvoir exposer en amont. Alors, si c'est un professionnel, il peut exposer ce qu'il représente en tant que professionnel. Et si c'est quelqu'un dit lambda, cette personne peut exposer, entre guillemets, une partie de sa vie, mais vraiment entre guillemets, qui lui permet de rentrer en contact avec des 10 personnes qu'elle connaît ou des 10 personnes qu'elle ne connaît pas. Alors, une partie de sa vie, entre guillemets, on va enlever les guillemets peut-être. Harry? Non, mais continuez. Samuel? Mais je crois qu'il a donné une très bonne définition. C'est vrai qu'au départ, je crois que l'un des plus grands, Zuckerberg, qui est le patron de Facebook, lorsqu'il a créé, je crois que c'est vers 2004, il me semble. Ouais, 2004. Donc, voilà, Facebook. Ça partait, il était quand même dans une université. À l'époque, il fallait avoir une adresse de l'université pour pouvoir échanger. Ça partait de là. C'était vraiment une communauté universitaire. Après, forcément, il a tout de suite compris qu'il pouvait ouvrir. Et aujourd'hui, on a effectivement des réseaux qui sont réservés à... Ça peut être professionnel, ça peut être entre amis, ça peut être pour toutes les... je veux dire, on peut vraiment compartimenter. Mais aujourd'hui, on a tendance à ouvrir parce que c'est comme une toile. Il faut toucher le maximum de personnes, donc c'est ça un réseau social pour pouvoir échanger, avoir de la visibilité, pouvoir discuter avec ses clients pour les TPE et les PME, et voilà, c'est tout cela. D'accord. Evita? Non, Alors on passe son tour comme Harry. Voilà. Ouais. Exactement, je passe mon tour. Alors, Raphaël? Harry fait des émules. Non, c'est ça, c'est un ensemble de connexions rendu possible par la puissance du numérique et de la gestion des interfaces. Donc il suffit qu'on tisse entre cette fameuse toile entre des gens un certain nombre de communications et ça fait un réseau. Alors qui peut être très rapidement devenir une toile. Ça peut être une nébuleuse, c'est-à-dire que ça part à Uadia, ça peut être une constellation, c'est retourner autour d'une thématique, autour de quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose d'intéressant, parce que on va en parler ce soir, parce que c'est aussi une innovation. Alors, dans l'ordre de la nature, ça existe,
bien sûr, mais dans l'ordre de la, disons, de la culture ou de la production humaine, c'est quelque chose de tout à fait particulier et c'est une puissance, c'est une force collective d'impact sur les réalités ou même de modification de ces réalités, en tout cas de la perception qu'on en a. Voilà, alors j'ai cherché, comme à l'accoutumée, ce qui était dit sur le réseau social. Alors, c'est un groupe de personnes liées par des goûts, des intérêts communs. Alors, il est dit qu'un réseau social, c'est un groupe de personnes qui maintiennent des liens, mais il s'agit aussi d'individus partageant des valeurs, des intérêts communs, et c'est autour de ces intérêts et de tous ces éléments qu'ils échangent pour maintenir des liens, et ce, dans la durée. Voilà ce qui est dit sur le réseau social. Alors, on ira un petit peu vite puisqu'on sait qu'on ne pourra pas trop tarder sur ce plateau à cause vraiment du couvre-feu. Alors, néfaste, il y a aussi ce mot qui se trouve dans notre thème de ce soir, donc néfaste, marqué par des événements malheureux qui causent du mal. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on puisse aussi parler de cela avant d'entrer en plein cœur de ce débat, et j'irai du côté de Samuel, puisque il a un groupe WhatsApp, le Sénat, donc il est au cœur de la chose et il pourra certainement nous en dire beaucoup ce soir. Qu'est-ce qu'un ambianceur? Quand on parle des réseaux sociaux, Samuel, et qu'on dit oui, il y a des ambianceurs. C'est quoi un ambianceur? Et après, on va voir influenceur. Alors, comme son nom l'indique, je pense que c'est quelqu'un qui anime. C'est quelqu'un qui tient vivant le réseau. Il faut toujours, même si c'est un groupe d'amis, un groupe de professionnels, il faut toujours quelqu'un qui donne le ton, qui donne, et puis aussi qui place la chose dans un cadre. Le Sénat, le nom est ronflant, mais on sait pourquoi, puisque ça fait appel. C'est en fait un clin d'œil. J'ai voulu un clin d'œil aux gens qui se réunissaient sur la place de la Victoire. D'ailleurs, il y a eu plusieurs Sénats en Guadeloupe, mais sur la place de la Victoire, on connaissait le Sénat de Pointe-à-Pitre, où il y avait les points 3 qui venaient de viser sur des problématiques différentes, comme on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire, l'expression, le réseau social n'est pas arrivé c'est pas ce qui a fait démarrer l'expression. L'expression a toujours existé dans tous les lieux qui étaient sanctuarisés, du Lolo à l'université. Mais aujourd'hui, ça se passe sur la toile. Donc j'ai voulu faire un clin d'œil à cette partie-là de notre culture, parce que les points 3 c'était physique. Maintenant, on parle de présentiel, mais c'est de bien ça qu'il s'agit. Donc les gens échangeaient entre eux, et ça faisait qu'on parlait de tout. De culture, de sport, de politique et de tout. Donc j'ai voulu faire un clin d'œil à cette partie de notre culture en créant le Sénat. Et j'ai voulu justement, lorsqu'on dit que ce sont des gens qui partagent des valeurs, c'est vrai, c'est encore plus vrai pour nous, puisque j'ai voulu réunir des personnes qui quelque part avaient les mêmes valeurs. Alors nous avons des artistes avec nous, nous avons des sportifs, nous avons des hommes d'affaires, nous avons des politiques, nous avons des universitaires, enfin toutes les personnes qui font la Guadeloupe et qui veulent qu'on ait une discussion sur des problématiques différentes. Est-ce que l'ambianceur, c'est celui qui crée le groupe? Alors, quelqu'un peut créer le groupe et ne pas être l'ambianceur. Parce que si c'est pas, parce qu'il faut, pour être un ambianceur, il faut être actif. C'est-à-dire qu'il faut être au fait des échanges pour pouvoir parfois soit les étoffer, ou bien rappeler ce qui s'est fait. Enfin, il faut vraiment être au cœur de la chose. Ça demande du temps. C'est vrai que ça demande un temps fou, puisqu'on ne peut pas ne pas être au courant de ce qui se passe dans son propre groupe. Alors, avant d'arriver à l'influenceur, puisqu'on parle souvent d'influenceurs, j'aimerais quand même faire un clin d'œil à Daniel Marcias, qui a fait partie de notre équipe et qui, lui, a créé lui aussi un groupe, le Pige. Alors, il y en a plusieurs aujourd'hui. Alors, Pige Express, Pige Guyane, enfin, il en a plusieurs. Et il est aussi, lui, dans cette mouvance. C'est vrai que j'ai eu à le contacter. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir pour lui demander d'être avec nous ce soir pour parler de ce sujet particulier. Alors, un influenceur, c'est quoi un influenceur? Alors, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est capable d'emmener des gens à un mouvement. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a une personnalité suffisamment, je pense, consensuelle pour pouvoir faire bouger les gens, faire bouger les lignes.
Je pense que le psychologue qui a m'écouté ne va pas me... Ah, je t'écoute Voilà, avec... d'accord. Voilà. Donc, il va faire bouger les lignes et qui va faire que les gens vont s'intéresser. Parce que même si vous montez un réseau, s'il ne vit pas, C'est ça. il se liquéfie, en tous les cas, il sombre. Donc, on a besoin de personnes qui réunissent les gens, qui, comme j'ai dit, qui cadrent et puis qui donnent aussi du sens, du sens au groupe. Mais il y a Donc, aussi des faux influenceurs. Bien sûr. Ah, oui, il y a des faux Mais influenceurs, ils sont forcément. influenceurs quand même. Ouais. Mais ils sont influenceurs quand même. Ils sont influenceurs Voilà. quand même. Tout ce qu'on fait dans le bien, on peut le faire dans le mal. Il faut juste choisir son camp. Voilà, c'est ça. D'accord, donc on va revenir là-dessus tout à l'heure. Vous êtes d'accord, Zébris? Oui, moi, Avec- mais il y a un troisième type qui est arrivé, justement, et lorsque vous disiez qu'il y a des influenceurs maintenant un peu néfastes, on va les appeler des agitateurs. Alors, Des agitateurs. agitateurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va venir avec une idée totalement opposée à l'idée collective, qui va jeter un pavé dans la mare, qui sera quand même capable de se faire haïr par rapport à ce qu'il pense, mais au moins il pourra en tirer, enfin, si c'est quelqu'un de bien intentionné, il pourra faire jaillir des réflexions que peut-être certaines personnes n'auraient pas eues sur le moment, selon la manière dont il les a piquées, il a apporté le sujet, l'agitateur. Alors, sommes-nous tous des influenceurs potentiels? Malgré nous. Malgré nous? Malgré nous. C'est-à-dire qu'on peut être un influenceur et on est conscient de où on veut amener les gens. Comme on peut avoir des idées lors d'une conversation et de cette idée, par quelque chose d'autre, par encore une autre réflexion. Donc on devient à ce moment-là ça influenceur malgré nous. Mais ça part toujours d'une idée de base par rapport à une conversation qui se développe au fur et à mesure. Et là, franchement, on le vit actuellement. Non, moi je crois que ça... Pardon. On y va. pardon, Non, on y va. par rapport à ce thème, je crois que ça dépend de la résonance que va donner le réseau. Il y a beaucoup de gens qui se jouent influenceurs, ou ce que nous on appelait à l'époque dans une sociologie plus pratique, leaders d'opinion, mais dont leur rayonnement ne dépasse pas leur maison ou leur quartier. Je crois, par contre, ce que permet le réseau, et on va rentrer dans les détails tout à l'heure pourquoi, et pourquoi aussi, à mon avis, c'est relativement faux, pour ne pas dire fourbe, ce que permet le réseau, c'est une caisse de résonance. Au moins la dimension du réseau et de démultiplication. De dire que là, réellement, ils ont une influence sur quoi que ce soit, c'est encore un autre pas. Alors, oui, qui voudrait réagir là-dessus? C'est tout à fait vrai ce que dit Raphaël, puisque on a vu des influenceurs. S'il suffit juste de liker quand quelqu'un dit quelque chose, ça peut être juste ça dit j'aime, mais ça ne dit pas. Lorsqu'on mesure, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et on le vit, il y a des gens qui ont fait appel à des influenceurs pour pouvoir mettre en avant un produit dans leur entreprise et qui ont été très déçus par le résultat attendu. Parce que c'est d'influenceurs, finalement, ils n'en avaient pas l'étoffe. Et il faut savoir que c'est deux choses différentes entre liker, dire j'aime et suivre quelqu'un. Voilà. J'aime ne veut pas dire je t'aime. Voilà. Ça ne veut pas dire je t'aime. Et suivre, ça ne veut pas dire j'adhère. Voilà. Non, ça donne... C'est des petites nuances qui sont... Non, mais ça donne toute la dimension. On a déjà attaqué. Bon, Harry, faut que tu parles. Non, ça donne toute la dimension du réseau. On est quand même dans quelque chose qui, par définition, est virtuel. Donc ça veut dire que c'est vraisemblable, mais ça ne veut pas dire que c'est une réalité autre que dans la dimension du désir. Donc cette structure de la réalité fait que le réseau, bien sûr, évidemment, c'est une identité. Il y a des identités réseau, mais dans des espaces mentaux ou dans des espaces sociaux qui sont particuliers. Et l'erreur, c'est de croire que ce sont des espaces politiques, des espaces d'action, là où l'action peut-être passe par d'autres sortes d'engagements. Ah, maintenant, on va rentrer dans des questions un petit peu crues et peut-être plus difficiles. Alors, est-ce que, selon vous, les réseaux sociaux tuent ou alimentent le débat d'idées? Lorsqu'on regarde aujourd'hui, vous êtes tous un peu au fait des réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les réseaux sociaux alimentent réellement le débat, je dis bien le débat d'idées? Ou est-ce que ça tue ce débat? Ne vous bousculez pas. Alors, d'accord. Bon, je voudrais dire que les réseaux sociaux ne tuent rien du tout. Néfaste. Il faudrait plus parler d'addiction. Si on veut parler du côté néfaste du réseau social aujourd'hui tel qu'on le connaît numérique, ça ne peut être que l'addiction. Mais il n'y a rien. Je pense que, comme on l'a dit, ce n'est qu'un véhicule.
C'est un véhicule moderne d'expression. Donc forcément, l'impact aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous faire détester rapidement à travers le monde. Vous pouvez être ici, que ce soit à Baïf ou à Petit Bout, à Bonalo, et vous retrouvez dans une conversation à Shanghai. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire aujourd'hui, l'expression, elle est complètement, j'ai envie de dire, elle n'a pas de frontières. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette j'ai envie de dire, cette science-là. Sauf qu'il faut faire attention. Forcément, il faut la manipuler avec beaucoup de droité. Les réseaux sociaux alimentent le débat d'idées. Alimente le débat d'idées, oui, ça alimente le débat d'idées. C'est vrai que les réseaux sociaux sont plus rapides que les journaux. Avant, il fallait attendre une semaine, un jour, c'était des quotidiens. Au mieux, c'était des quotidiens, donc il fallait attendre le lendemain. Tandis que quelque chose peut partir aujourd'hui. On peut faire naître n'importe quel, j'ai envie de dire, vous faites partir une idée aujourd'hui à 20h30. Voilà, 5 minutes après, la toile a déjà fait son office. C'est enflammé. C'est enflammé. Et c'est ça le danger, c'est-à-dire c'est la rapidité avec laquelle, parce qu'on consomme aussi plus d'informations. Il faut dire qu'il y a une sorte de planétarisation de l'information. Donc aujourd'hui, quand vous dites quelque chose à Jarry, ça ne reste pas à Jarry au moment où vous le dites. C'est ça le danger dangereux, mais qui peut être aussi très bien parce que vous faites partir aussi des idées, vous pouvez faire partir, changer des choses dans le monde. N'oubliez pas que pour 2009, regardez comment ce conflit avait été suivi par toutes les télés de France. Et de par le monde, on dit même, certains pensent que ça a eu un impact même sur le printemps arabe. Et c'est parti de la Guadeloupe. Donc, ce sont les spécialistes qui, après leurs études, voient que ça a eu un impact. Donc, aujourd'hui, par exemple, on parle du MeToo, on parle de certaines personnes qui ont changé, balance ton port et tout ça. Ce sont des choses qu'on n'aurait jamais pu faire avant avec une telle rapidité et une telle efficacité. D'accord. Harry? Non, mais bon, ce qu'il faut bien noter, c'est que il y a une évolution technologique extraordinaire. Le numérique a ouvert des moyens, un support, un véhicule extraordinaire. Et aujourd'hui, chacun en fait un petit peu ce qu'il veut et ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas arrêter cette évolution. C'est quelque chose d'impressionnant qui peut avoir des conséquences énormes, à tout point de vue, hein, pour détruire comme pour construire. Mais ça peut avoir des conséquences rapides, comme je disais, dans des temps records, on détruit ce qu'on veut. Bon. Mais ce qui est vrai, alors, parce que chacun l'utilise comme il veut. Moi, je sais que je ne suis pas Facebook, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Par contre, en information, je trouve que c'est intéressant. Parce que là, on a des informations rapides, réelles. Alors ensuite, il faut savoir trier, mais toutes les informations, même sur les... Des informations. Oui, on a des informations. Et de la désinformation. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut savoir trier. Mais ceci étant dit, oui, la presse, c'était un peu c'est pareil. Hein. Si vous lisez Libération et vous lisez Figaro et vous lisez, c'est pas la même chose. Hein. Donc, l'être doit pouvoir trier et faire son choix. Nous allons y arriver tout à l'heure sur ce tri. Mais ceci étant, vous avez beaucoup d'informations qui arrivent. Et d'ailleurs, il y a l'influence de ces choses-là au niveau du travail et du rendement du travail. Parce que c'est un outil qui est à disposition à tout moment et qui consomme énormément de temps. Ça pose d'autres problèmes d'organisation du travail et tout le reste, hein, parce que la maîtrise du donc temps, les gens sont plus sur leur portable à regarder ce qui se passe plutôt que de travailler. C'est ça. Donc il y a des conséquences énormes à tout point de vue dans l'organisation du travail. Et à mon avis, ça va très vite et on n'a pas le temps d'organiser les choses. Et il y a deux solutions. C'est où ça va tellement vite, ça va créer des situations très conflictuelles et où les gens ne prendront pas le temps de s'organiser et arriveront dans des clashs. Ou alors, bon, il faudra prendre le temps et à des moments, je pense qu'il faut savoir ralentir un peu l'évolution des choses pour l'organiser un petit peu, pour le border. D'accord, Evita. Alors. Quelle respiration. Ah ouais, là. Non, parce que le sujet est intéressant, très intéressant. En fait, les réseaux sociaux sont-ils néfastes? Alors, c'est évident que les réseaux sociaux apportent quand même vraiment une communication sur un certain nombre de points qui permettent de véhiculer des idées. Ça incontestablement, personne ne peut le contester. Pour le Covid, par exemple, on a eu ainsi l'avis de nombreux professeurs, des avis divergents, etc.
Ça, c'était contestable. Maintenant, il y a une partie, et moi je pense qu'on ne peut pas traiter ce sujet sans parler de cas concrets. Parce que si on reste dans comment dirais-je, dans l'idée générale, vraiment, on n'approche pas le vrai problème. Alors actuellement, je vais donner un cas concret pour vous montrer comment on peut, grâce aux réseaux sociaux, faire une énorme manipulation. Vous savez, vous avez entendu qu'il y a eu un problème avec justement une photo de M. Hilaire Boudet. Alors, au début, il faut qu'on en parle. Parce que sinon, ça ne sert à rien de faire un sujet pareil, alors que c'est ça le sujet dont on parle maintenant. Parce qu'il paraît que, il y a un certain nombre de choses qui sont sorties depuis ce matin et qui font un peu la une au palais, notamment, etc. Alors, moi, je ne suis pas au courant, je prends mon cas personnel, je ne suis pas au courant, j'entends vaguement les confrères en parler. Je pense même que c'est un fake, que c'est un montage, je sais que tout est possible, je ne m'en occupe pas. Par contre, un jour, j'ai un ami qui me dit, Hilaire Boudet a répondu, c'est bien lui. Je dis, ah bon? Par contre, il fait une réponse curieuse, une réponse que je qualifierais, dit l'ami, de fort arrogante. Et il me dit, je te l'envoie. Je lis la réponse, et je lis, effectivement, ce n'est pas la réponse d'un homme qui est dans une situation un peu gênante, où il regrette un geste inapproprié, l'affaire est close. C'est une réponse très guerrière, au point qu'il dit, je sais pourquoi il y a tant de... On a fait circuler l'image, c'est pour qu'on oublie les affaires politico-financières. Effectivement, il y avait une affaire qui passait à ce moment-là, c'est l'affaire de la communauté du Sud-Bastère, donc Lucette Pichot-Chevry. Alors déjà, ça m'interpelle. J'ai dit, tiens, la vieille dame de 92 ans qui sort d'une opération, qui est sur un lit médicalisé et qui gérerait un complot contre ce monsieur. Je trouve ça bizarre. Et je dis, mais à quoi ça correspond? Alors, Patricia Baffantrobo, qui fait partie donc du manifeste des 308, et Max Custos, nous nous réunissons. Et le rôle de quoi? Du manifeste des 308, c'est quoi? C'est de détecter, ce qui apparemment peut être superficiel, de détecter là où encore il y a un problème de l'égalité des droits des femmes par rapport aux hommes. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on dit, qu'est-ce que ça signifie, cette arrogance? Et à partir de là, on commence à réfléchir sur la différence de traitement. Est-ce qu'on aurait traité, parce qu'au moment où nous écrivons le texte, il n'y a pas grand-chose. On fait circuler la photo, et puis c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de grande réaction, et surtout pas de réaction dans le milieu politique. Et on se dit, mais tiens, lors de ce qu'on appelait revanche porn, c'est-à-dire il y a eu toute une époque où les hommes abandonnés, laissés par des femmes, se permettaient de mettre le corps des femmes sur Internet contre leur volonté. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu un tollé général, mais pas contre ces hommes qui avaient fait ça, mais contre les femmes. En disant, d'ailleurs, il y a eu des émissions entières en disant, c'est pas possible, les femmes, vous devriez vous tenir autrement, vous n'auriez pas dû laisser faire ça, etc. On se dit, tiens, il y a donc incontestablement une égalité de traitement, puisque de l'autre côté, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Et nous écrivons un texte, et où je parle de manipulation, c'est que nous écrivons un texte, et la réponse qui est faite au texte n'a rien à voir avec le texte. Et c'est en cela que c'est une manipulation. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas lu le texte du manifeste des 308 pense, par exemple, j'ai vu que la sénatrice de la Guadeloupe, Madame Jasmin, parle de déferlement de haine. Moi, je ne vois pas en quoi le texte parle de déferlement de haine sur elle. On ne parle même pas d'elle, on parle des femmes en général. Et nous disons, et c'est ça qui est dommage, il y a un autre qui a fait un hashtag pédophilie, qui dit, voilà, une avocate qui est complice de pédophilie, et nous reviendrons sur cette question, parce que c'est un peu repris par la sénatrice, qui dit, oui, on fait ça, on dit tout ça, mais on défend des auteurs de violence, etc. Donc je dis, c'est une manipulation, pourquoi? Parce que quand on lit le texte, ça fait très longtemps qu'on a quitté la question de la photo et du kiki ou pas kiki, ça ne nous intéresse pas. On dit simplement, voilà, projecteur, voilà ce qui se passerait si c'était une femme,
Souvenez-vous de comment on a traité des femmes qui étaient sur Internet, et nous revenons à Bourdieu. Et j'aurais aimé, d'ailleurs, que la sénatrice puisse dire je ne suis pas d'accord avec Bourdieu. Ça aurait été un débat intéressant. C'est quand même une référence. Ben oui, elle a le droit de ne pas être d'accord avec Bourdieu. Tout le monde n'était pas d'accord avec Bourdieu. Nous disons ce qui prouve que cette différence de traitement prouve que la femme, son corps ne lui appartient pas toujours, ne lui appartient toujours pas. Il appartient à la société et on peut critiquer, justement, pour interpeller, etc. Tandis que l'homme habite sa virilité. Voilà pourquoi il y a un silence dans le milieu politique. Et nous disons qu'il y a un entre-soi masculin. J'aurais aimé aussi qu'on débatte dessus en me disant, mais non, Evita, il n'y a pas de débat, il n'y a pas un entre-soi masculin. Nous disons donc que... non, mais c'est ça. Moi j'aimerais, à la limite, j'aimerais ne plus parler d'après ça. Mais ce que j'aimerais vous dire, je donne un exemple pour que les gens comprennent. Parce que les gens qui n'ont pas lu notre texte peuvent penser que nous sommes encore dans un cancan de photos. Pas du tout. Et c'est ça qui est choquant. Et en fait, nous disons que, et c'est là que c'est important, nous disons que l'outil majeur de l'expression du pouvoir de l'homme sur les femmes, encore dans le domaine politique, quand on est un homme politique, reste justement ce sexe, ce qui explique ce silence autour de cet entre-soi, ce qui explique pourquoi on peut basculer dans ce monde occulte du harcèlement sexuel. Et on dit les femmes en général, dans le milieu politique, puisqu'elles nous ont appelés. Nous avons reçu énormément de femmes qui sont dans le milieu politique et qui nous disent « Vous avez raison, mais nous, on ne peut pas intervenir parce qu'elles ont intégré. » Mais quand on lit ce qui est dit, qu'est-ce qu'on entend ? Chevry a défendu Cédric Cornet. Et là, je suis hallucinée. Parce que vous êtes parlementaire. Il y a un droit absolu, c'est le droit de se défendre. Tout homme doit être défendu. En plus, j'ai plaidé l'innocence d'un homme qui a été innocenté par 3 magistrates. Donc c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à une avocate féministe de plaider pour un homme qu'elle considère comme innocent, alors que pendant des années, plus de 10 ans, je me suis battue pour faire reconnaître, avec d'autres, comme Morton, Ibéné et tout, je me suis battue pour faire reconnaître le viol comme un crime grave. Presque tous les vendredis, je montais, gratuitement, demander que les affaires qui passaient devant le tribunal correctionnel, comme des simples délits, allaient être envoyées devant la cour d'assises. Il y a un prix à payer quand vous faites ce combat-là. C'est le prix incontestable déjà de votre cabinet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, elle défend que les femmes, je ne vais pas chez elle, à Bastère. » Le prix politique, si elle vient en politique, elle va défendre que les femmes. Donc quand le combat est gagné, que maintenant le viol est reconnu comme un crime grave, je suis désolée. Je ne suis pas en guerre avec les hommes dans ce pays-là. J'ai des frères, j'ai des amis, D'ailleurs, regardez, mes amis sont là, moi je les aime. Je ne veux pas qu'on puisse les accuser injustement. De quelle société on parlerait si je n'ai pas le droit, moi, de mettre, si talent il y a, au service d'un homme ou d'hommes faussement accusés? J'ai pris le risque dans l'affaire Les Russes d'Amani. C'était la première affaire de personnes accusées de viol que j'ai prise. À l'époque, tout le monde s'en souvient. Ça fait un scandale notoire. Les Russes sont allés en détention. Les féministes ont dit comment Evita a fait pour plaider. Moi, c'est sûr, quand j'ai lu le dossier, j'ai dit je le prends parce qu'elle n'a pas été violée. Donc, je me dis, comment on peut accuser quelqu'un qui a fait la preuve de son féminisme alors parce qu'elle défend un homme qu'elle croit volontairement innocent, et je continue à penser que Cédric Cornet est innocent parce que je connais parfaitement son dossier, et je dis, c'est hallucinant, parce que quand vous êtes parlementaire et que vous tenez des discours sur le fait qu'on défend telle ou telle personne, quand hashtag, je ne sais pas quoi, rappelle aussi qu'on est complice même de pédophilie, la personne qui lit ça, elle peut être influencée. Alors que cette personne qui écrit sait très bien que ce n'est pas, ce n'est pas juste
de dire ça parce que c'est un droit, parce que moi, je suis féministe. Et être féministe, il faut bien le comprendre, c'est justement ne pas accepter qu'une minorité de femmes pervertissent tout le travail qu'on a fait et qu'une minorité de femmes se permettent d'accuser des hommes pour se venger, pour récupérer de l'argent ou autre. Et chaque fois que je suis intervenue, on peut le dire, l'acquittement est tombé. Pourquoi? Parce que nous arrivons, et je l'ai fait d'ailleurs, les Russes d'Amani avec le bâtonnier Aizelin, Aizelin, on a réussi à démontrer qu'elle avait menti en faisant une enquête personnelle à l'américaine. Donc, je veux dire, voilà des gens qui font de la politique et qui, par la manipulation, essaient d'abêtir le peuple. Alors, oui? les réseaux sociaux, pour vous, Evita, sont néfastes, c'est ça? Non, je dis que les réseaux sociaux, il y a une partie qui est positive, ce que je viens de dire, mais il y a une partie, effectivement, qui peut être utilisée pour manipuler l'opinion publique, pour l'empêcher. Parce que, pourquoi vous avez refusé un débat intellectuel que nous posions? Pourquoi vous rentrez à ce niveau-là pour permettre, justement, vous empêcher le peuple d'avancer, justement? Parce que... Oui, vas-y. Alors, moi, ce que je voudrais dire, et effectivement, Evita donne un cas concret sur sa vision même des réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui de la bienveillance au niveau des réseaux sociaux? Alors, vous pouvez y aller, je continuerai moi, je vais continuer à répondre sur mon idée, parce que je n'ai pas fini. Allez-y. On peut rester longtemps là-dessus. L'idée, c'est qu'il y a une instrumentalisation, mais comme dans toute chose. Et le réseau peut permettre à la personne qui tire les ficelles, qui tire quelque chose, c'est un jeu de marionnettiste, peut permettre à cette personne-là de donner par amplification, par résonance, toute l'orientation qu'il veut. Cette instrumentalisation fait que le réseau, quel qu'il soit, et c'est pour ça que je ne suis pas très réseau non plus, peut être soit réifié, donc chosifié comme instrument, un outil du bien comme du mal. Alors je ne mets pas dans les valeurs morales, parce que sinon on ne va pas en sortir. Ça peut servir de récupération, comme ça peut servir de n'importe quoi. Il y a quelque chose dans le réseau qui fonctionne à partir de l'intentionnalité de l'émetteur. Il y a un réseau, c'est émetteur-récepteur, émetteur, une foultitude de récepteurs, et ça va fonctionner selon des réseaux. Alors bon, c'est à Harry d'en parler, qui sont des réseaux quantiques. Ça veut dire que ça fonctionne selon des logiques axiologiques. C'est pas des logiques mathématiques. Et donc à partir de là, et on revient à l'influenceur, on voit l'ambianceur, ils savent très bien comment ils vont fonctionner. Ou alors c'est pas la peine d'utiliser un réseau. Bon, ça peut être, pour certains d'entre nous, ça peut être une filière d'intelligence. Ça nous permet de regrouper un certain nombre de personnes et de travailler ensemble. Moi, je m'en sers comme ça. Ça peut être une filière d'optimisation quand j'ai besoin de chercher quelque chose. Maintenant, c'est des usages intentionnels, volontaires, et le réseau est clos, est fermé. Mais quand ça part comme ça dans l'opinion, ça crée une pseudo-opinion. Je disais tout à l'heure, à la dimension des désirs. C'est ce que nous, on appelle en psychologie, c'est fou. On appelle ça des néo-réalités à la dimension du désir. Tu fais du réseau ce que tu en veux, y compris en termes de manipulation. Mais c'est volontaire. Et effectivement, tu peux avoir des extraits. Alors après, se justifier par rapport à un réseau, c'est une problématique moderne, mais qui est irréelle. C'est qui le réseau? C'est quoi? Donc voilà, en fin de compte, si on comprend bien, c'est pas le réseau social qui est néfaste, c'est la personne qui est l'usage qu'on en fait. C'est pour ça que j'ai parlé d'agitateur. Et l'exemple qu'Evita a pris, moi je l'ai trouvé très bon. Pourquoi? Parce qu'actuellement, dans les réseaux sociaux, nous sommes dans l'émotionnel. Voilà. Oui, nous sommes dans l'émotionnel. Et que l'avantage du réseau social, c'est qu'il a pu permettre à certaines personnes qui n'existaient pas, entre guillemets, dans le monde sociétal réel, de pouvoir être ce qu'ils auraient voulu être dans le monde réel, sauf que c'est virtuel. Ce sont des avatars. Voilà, ce sont exactement ça. Sauf que maintenant, l'avatar, effectivement, a pris la place de la personne réelle. Donc là, certaines personnes ne fonctionnent qu'avec cette image d'illusion. Mais dans cette illusion, ils existent même s'ils n'existent pas. C'est comme les millions de vues sur YouTube. Certaines personnes vont te dire, j'ai 1 million de vues sur YouTube. Si les personnes lambda se basent sur ça, il devient disque d'or et tout. Sauf que la réalité de son compte n'est pas forcément à la hauteur des millions de vues qu'il a.
Vous voyez ce que je vous dis? Donc, c'est où on est. Donc, les réseaux sociaux ont permis de permettre à ceux qui ne pouvaient pas parler de parler, mais en même temps, ceux qui ne pouvaient pas parler, est-ce qu'ils savent parler? Est-ce qu'ils savent exprimer leurs mots MAUX? Donc, ça, c'est déjà un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ceux qui ne pouvaient pas parler, mais qui savent ce qu'ils vont dire, mais est-ce qu'ils pourront le dire avec la retenue et, entre guillemets, la correction et non l'émotion pour pouvoir émettre quelque chose de concret. Et comme là, actuellement, dans les réseaux sociaux, nous sommes tout à fait dans l'émotionnel. Alors, ça peut être la voiture à pain. Alors, certains, si on défend la voiture à pain, alors tout le monde va se sentir concerné. Est-ce que c'est pour le pain que la voiture à pain vend ou est-ce que c'est pour l'emblème même de la voiture à pain? Sauf que c'est devenu sociétal et tout le monde est d'accord que que ça fait partie de notre patrimoine. A contrario, on pourra voir quelqu'un qui n'a pas d'eau, mais comme là, chez moi, j'ai de l'eau et que cette personne-là, ça n'a pas d'eau chez elle, si moi j'ai de l'eau, je peux ne pas me sentir concerné. Donc nous sommes arrivés à un tout et où il y a un rien. Mais ce même rien, il explique réellement le problème actuellement qu'on aurait eu si ces réseaux sociaux n'existaient pas dans le monde réel. Et moi, je dis ça tout le temps. Le jour où certains réseaux sociaux vont fermer leurs portes, beaucoup de personnes vont se suicider. Ben oui, c'est addictif, c'est ce que nous Voilà. Alors, et c'est pour ça que dès le départ, j'ai parlé d'addiction. J'ai voulu dire exactement ce qu'il faut dire. Voilà, je ne voulais pas parler de cet exemple-là, mais puisque Lévita l'a pris, je peux me permettre de m'y arrêter quelques instants. Voilà le cas de ce que peut engendrer aujourd'hui la vitesse avec laquelle on reçoit une information. Si on revient à l'échange purement du courrier, on n'aurait pas eu ce problème-là. Monsieur Boudé a envoyé sa photo pour la personne destinataire de la photo. Qu'est-ce qui se passe en vrai? C'est que je ne suis pas l'avocat de M. Boudé, mais il envoie une photo qui n'aurait jamais dû sortir du domaine privé. C'est ça. Et Raphaël a parlé d'une chose qui est importante, le vocable intentionnalité. Au départ, il y a parce qu'on a confondu tout et n'importe quoi. S'il y avait eu, comme certains parlent, de politiques français qui avaient envoyé sur les réseaux, ne sachant pas que ça allait se voir, mais lui l'envoie pour quelqu'un et tout de suite il se rend compte qu'il faute. Qu'est-ce qu'il fait? Les faces. J'ai un avocat à côté de moi, elle ne pourra pas me contredire, c'est du pénal. Quand vous recevez un mail, si le mail, vous n'en êtes pas le destinataire, eh bien vous êtes bien averti que vous ne devez pas tenir compte de ce mail-là et ni le transférer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la vitesse, parce qu'il y a une chronologie de cette affaire-là. Je n'ai pas dit que M. Bouddha avait envoyé sa photo. Je pense que l'un des premiers choqués, ça doit être lui-même après. Mais lorsque ça vous arrive et que c'est parti, une fois que c'est parti, d'ailleurs, il y a des gens, il faut peut-être aussi qu'il y ait là une sorte d'apprentissage des réseaux sociaux, du téléphone en tous les cas. Parce que vous avez des gens qui envoient... Donc, M. ne sait pas manipuler... Attendez, non, c'est parce que... Non, Il a des gros doigts. Non, je dis que ça peut partir. Non. Il y a beaucoup de gens qui se sont déjà trompés, pas que lui, sur des réseaux sociaux. Moi, ce que je dis, c'est que parfois, lorsque vous pensez que vous avez effacé pour tout le monde, vous n'avez effacé que pour vous. Et si vous n'avez pas fait supprimer pour tout le monde, forcément, vous êtes incapable de supprimer après l'image. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un laps de temps. Un laps de temps. Donc, monsieur, même tout de suite. Monsieur Boudin envoie et l'efface. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne bienveillante. Il a parlé d'agitateur. Alors, peut-être dans ce cas-là, il se passe un agitateur. Dans tous les cas, une personne malveillante. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle prend cette photo-là et elle la diffuse à la place de monsieur Boudé. C'est-à-dire, elle se rend coupable d'un acte qui est purement... Elle contrevient à la loi en prenant quelque chose qui n'est pas destiné, qui arrive sur un groupe public, j'ai envie de dire, et elle envoie partout. Est-ce que vous croyez vraiment? Je pense que c'est quelqu'un qui n'aurait jamais existé dans le monde réel. C'est bien ce que je disais. Mais qui a voulu pendant un moment exister, qui a envoyé pour tout le monde. Une fois que c'était fait, le mal était fait. Alors maintenant, comme M. Boudet se soit défendu après et qu'il fasse une sorte d'amalgame facile en parlant de coups politiques, c'est là qu'il n'aurait pas peut-être dû parler aussi de ça, parce que ça n'avait aucune commune mesure entre ce qui se passait à Basse-Terre et ce qui s'est fait, ça n'avait rien à voir. Mais il était dans l'émotion. Il était dans l'émotion. Donc, je veux bien, Mme Boissé... Nous pensons que cette
arrogance signifie quelque chose. Et c'est ce que nous avons voulu démontrer. Maintenant, on peut ne pas être d'accord. Ah oui, non, mais d'accord, C'est d'accord. un débat intellectuel. D'accord, oui, c'est clair. Et on nous a jamais répondu, on nous a répondu comme si on était des gens qui étaient encore sur la photo, faisaient des campagnes, etc. Et qu'en plus, comme moi personnellement, j'étais mal placé pour parler parce que j'ai défendu, comment dirais-je, Cédric Cornet. Je suis obligé de réagir. Parce que là, c'est grave quand même de faire croire aux Guadeloupéens. Non, c'est pas grave, c'est social. C'est social, c'est ça. voilà. C'est social. C'est social. C'est ça. Voilà. Zébris t'a dit, on est dans quelque chose où on va joindre. J'ai le droit de répondre. Mais bien sûr. Non, non, pas dans ce domaine. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai le droit de Entre gens répondre et civilisés, d'expliquer oui. comment on manipule. Mais Evita, ta démarche, excuse-moi, Raphaël, ta démarche dans la manière dont tu l'as effectuée dans un monde réel, elle est logique. Oui. Sauf que là, nous sommes dans un monde illusionniste et voilà. irréel. C'est là que... Attends, je te dis pourquoi. Je Le vrai problème, c'est pas la photo de M. Boudré. Mais non, mais ça peut arriver à n'importe qui. Le vrai problème, ça a été l'agitateur, déjà en premier lieu. Mais le vrai problème du vrai problème, c'est la réponse qu'il a fait. Mais oui, il n'aurait rien dit. On serait dans le doute. Là, actuellement, on serait dans, on serait dans le doute. C'est un fake. Voilà, et que c'est un fake. Et là, à ce moment-là, comme personne, lui, il ne répond pas, donc tout le monde pense que c'est un fake, ça s'enterre tout de suite. Parce que les réseaux sociaux, c'est ça. Ça montre quelque chose tout de suite, mais ça se désintègre aussi vite. Ça dépend du comportement. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il était dans l'émotion. Parce que s'il n'était pas dans l'émotion, sous un angle, Non. Attends, Il y a un style. mais je te dis, je te dis, Il y a le style de quelqu'un derrière. Attends, mais je te dis, il a été dans l'émotion. C'est pas moi mais je qui te dis pourquoi. Non, mais je te dis pourquoi. Et je finis là, je laisse ça. Oui. L'homme, par rapport à la situation, il a été dans l'émotion. Oui. Maintenant, la manière dont il a dirigé sa réponse a été une réponse tout à fait stratégique, au-delà de sa propre émotion. Ah ben voilà. Mais le vrai problème, qu'il soit dans l'émotion ou pas, qu'il y ait stratégie ou pas, c'est sa réponse. Dans un monde irréel. Alors, Voilà. pour un peu aller continuer, c'est ça qui s'est passé. Dans une entreprise, lorsqu'il y a un problème, il y a ce qu'on appelle une cellule de crise. Les mots n'ont pas été choisis. Monsieur Bouido a eu un communicant qui lui aurait dit on ne dit pas ça comme ça, on dit ça comme ça, on dit ça comme ça, et ça aussi. On ne dit rien. Ou on ne dit rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, j'ai lu le document du 300. Evita ne veut pas dire que je ne l'ai pas lu, je l'ai lu moi. Et je l'ai tellement bien lu que je me suis arrêté très tôt, presque au premier paragraphe, en disant attention, lorsque j'ai lu que si c'était parce qu'il y a aussi un phénomène qui pointe depuis quelque temps, on a l'impression, moi j'ai jamais constaté qu'on était aussi différents les hommes et les femmes. On a toujours vécu, moi j'ai jamais eu ce problème-là, j'ai été vécu avec, j'ai que des sœurs, j'ai plus de copines que de copains, je pensais pas qu'il y avait autant de problèmes. Depuis quelque temps sur les réseaux aussi, c'est une véritable mode à chaque fois on a l'impression de ne pas savoir. Voilà, c'est homme-femme, c'est si c'était, alors que c'est pas vrai du tout. Il y a eu, et j'ai dit, mais personne ne m'a répondu. Personne ne m'a répondu sur ça. De quoi? Non, mais attends, non, Vita, laisse-moi finir. Ah bon? Je croyais que tu me posais... Non, c'est pas à toi. Ah, d'accord. J'ai fait une réponse à Patricia Brafland-Troubaud, pour ne pas la nommer, lorsqu'elle dit, je vois écrit que si c'était, parce qu'elle l'avait déjà dit, il faut savoir une chose, chronologiquement, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Voilà, c'est ça que j'ai chronologiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On mélange les choses. On met notre chronologie. Voilà, il faut la chronologie. Non, mais tu as parlé. Non, mais je te laisse. Bon. Je dis le même temps. D'accord. Lorsque M. Boudé a fait l'image a fuité, il n'y a pas eu de réaction tout de suite. Après, il y a eu en tous les cas, le réseau sur lequel je suis, mais c'était juste fatigant parce que pendant toute la journée, on a eu droit. J'avais l'impression qu'à un moment, c'était devenu la discussion centre de la journée. Alors que c'est vraiment, pour moi, c'est un non-événement. Mais comment voulez-vous que dans un pays, on a autant de problèmes, soi-disant, de contamination des sols, d'eau, de problèmes sociaux, de problèmes de masques pour enfants, on reste pendant 4-5 heures sur un réseau en train de parler de M. Boudé. Déjà là, c'est malveillant. Ça aussi, cette partie-là, je veux qu'on la note, elle est malveillante. Donc, ce jour-là, je ne parle pas du tout, je n'interviens pas. Et puis le lendemain, ça recommence, et on recommence en argumentant encore, en disant voilà, M. Boudé, tout ça, et je vois que si c'était un homme, ça ne se serait pas passé comme ça. J'ai dit non, j'ai dit une chose qui est simple. Et même si on me
on me fait toutes sortes d'atrocités, je ne dirais pas, mais on a déjà eu une femme. On a déjà une femme dans ce cas-là. Qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, personne ne sait aujourd'hui comment ça s'est terminé, puisqu'on a rapidement traité le problème. Et c'était exactement la même chose. Mais par contre, personne n'a parlé de ça. Victor m'a dit, mais ça veut... J'ai dit, non. J'ai répondu à cette question-là. Si c'était une femme, oui. Si c'était une femme, c'est déjà arrivé. Si c'était une femme politique, oui, c'est déjà arrivé. Nous, comment on l'a traité? Ce sont des hommes. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait. Ça s'est dégonflé. Mais aussi rapidement, c'était un dimanche soir. Donc, il y a des gens qui ont le temps de voir. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a géré pour pas que cette personne-là soit jetée à la vindicte populaire. Moi, ce que je dénonce, je m'en fous. Je veux qu'on comprenne. C'est pas tellement, encore une fois, toute la périphérie autour m'intéresse peu. J'ai envie de dire qu'en Guadeloupe, on a cette tendance à vouloir rapidement, et c'est pour ça que ce pays-là, on va comprendre, on va jamais faire peuple. Parce qu'on a du mal, lorsque quelqu'un fait une erreur, lorsqu'il y a quel que soit, à comprendre que c'est une erreur. Il faut pas, au contraire, il faut presque passer dessus. Mais on a voulu, c'est-à-dire en disant ça, on va me dire, mais monsieur, vous défendez, monsieur. Ce n'est pas de ça, quelle que soit la personne, j'aurais dit la même chose. Il m'arrive, en tant que justement créateur d'un réseau, je reçois toute la journée de multiples informations qu'on veut me faire mettre sur mon réseau. Jamais je ne joue le jeu des vidéos qui ne sont pas, à partir du moment où ça n'apporte pas quelque chose au pays, je refuse de divulguer. C'est ça quelque part la conscience. Plus on a un outil comme celui-là, plus on sait le danger que ça peut représenter entre les mains, parce que c'est comme si on me disait qu'une Ferrari était dangereuse. Non, une Ferrari n'est pas... Vous achetez une Ferrari, vous voulez rouler à 30 km/h, vous allez rouler à 30 km/h, vous n'avez pas fait d'accident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans un pays aujourd'hui où il y a trop de procureurs. Il y a trop de procureurs et il y a que des procureurs, parce que quand quelqu'un fait quelque chose, tout de suite on sent qu'on a... Alors cette personne-là, il ne faut pas qu'elle existe. Tu peux quand même pas empêcher les gens de raisonner, de parler avec leur logique à eux. Non. Que toi tu veuilles réglementer, que tu aies un discours réparateur, je veux bien, mais enfin, on l'a dit tout à l'heure. Le problème, c'est le traitement de l'information, au-delà des gens, au-delà des faits. Une information vous arrive, qu'est-ce que vous en faites? Nous sommes dans un monde, et je reprends mon camarade délégué, néanmoins, syndicat. Il t'a dit que donc, une fois que l'information, ce type d'information, quand elle va passer dans le réseau, elle va sortir avec deux types de traitements. Un, l'instantanéité. C'est dans l'instantané, il a dit trois choses. Deux, c'est de l'affect. Et trois, c'est du zapping. C'est exactement ça. Donc, on rentre dans quelque chose qui va te propulser dans des univers qui ne sont pas des univers à rationalité comme ce qu'on fait, comme tout ce que tu veux faire. Parce que toi, tu es logique, tu es construit quelque chose, toute ta démarche, c'est ça. Ça part dans des représentations, ça part dans des symboles, dans des symbolismes, ça part dans des croyances, ça part dans des domaines de règlement de compte par personne interposée, n'importe quoi. Et effectivement, et là je rejoins Vita, ça rentre aussi pour certaines personnes dans des stratégies. Mais c'est évident. Une fois que tu es pris, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Soit tu t'écrases, tu essaies de passer ça par fake news, et c'est vrai, ça peut passer par un fake parce que ça peut être manipulé d'une manière ou d'une autre. Et puis, comme c'est du numérique, tu peux faire croire qu'il y a une image, c'est le paradis du numérique. Mais si tu ne veux pas le faire, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, tant qu'à faire le vin inversé, il faut le boire, et tu l'utilises, tu l'instrumentalises stratégiquement pour avoir des contre-effets. Et ça devient une arme. N'oublie pas qu'en liminaire, on a dit qu'un réseau social, souvent, ça regroupe des personnes qui ont presque les mêmes valeurs. C'est non, ça regroupe n'importe quoi. Ça regroupe n'importe quoi. Non, c'est jusqu'à là. Attends, ça regroupe pas, ça coagule. Sur une dimension donnée. C'était la bonne intention. Appelons-le. C'était la bonne intention. Alors, Puisqu'on ne fait pas réseau, pourquoi je dis ça pour la même chose. Pourquoi je dis ça? C'est que dès le départ, non, parce qu'il y a ce qu'on appelle, vous rentrez dans quel que soit le groupe, vous êtes au Rio Lions, comme je ne fais pas de publicité, vous avez une charte, que vous devez respecter. Oui, mais ça reste, chez nous, sans vouloir te contredire, mon frère, mais ça reste des groupes encore qui restent dans une certaine réalité. Est-ce que je peux répondre sur la question? Est-ce que je peux répondre sur la question d'égalité? Alors, je viens d'entendre à côté que c'est déjà arrivé, personne ne sait, en tout cas à une femme, personne ne sait. Donc, si ça veut dire ou ça a été étouffé tout de suite. En amont, très tôt. En amont. Et ça veut donc dire qu'on ne sait pas si ça avait été connu. Parce que nous disons que si ça avait été une femme et que ça avait pu être diffusé comme pour Hilaire Brudé,
ça aurait fait un tollé général C'est exactement immédiat. la même chose, Evita. Donc, est-ce que je peux parler? Mais c'est la même chose. Est-ce que je peux parler? C'est pas vrai. Il n'y a pas. Alors, c'est formidable si on apprend aujourd'hui qu'il y a une égalité parfaite entre l'image de l'homme, sa sexualité et celle de la femme. C'est formidable. La Guadeloupe doit être connue maintenant dans le monde entier pour avoir réussi ça. Moi, je dis, c'est faux. Et je vous donne les éléments précis des femmes qui ont été filmées à leur insu, contre leur volonté et le tollé général. C'est une réalité. Samuel a parlé d'une dame dont personne ne connaît. Mais, donc on ne saura jamais ce qui s'est passé. Mais justement. Ça n'a aucun sens. Mais justement, je dis c'est trop facile. Mais c'est pas facile. Mais non. Il y a plein de gens qui sont... Samuel, est-ce que tu me laisses parler? Ça date d'un an. Samuel, il y a plein de gens qui pourraient le dire comme moi, mais on a convenu que non. Pas de scandale autour de ça. Samuel, est-ce que tu me laisses parler? Est-ce que vous vous souvenez? Enfin, j'ai plaidé pour 3 filles qui étaient au bord du suicide à force d'entendre justement des insultes parce qu'elles avaient été filmées à leur insu, souvent leur première relation sexuelle. L'homme se venge, elles étaient sur les réseaux. J'ai plaidé pour elles. Là, je ne suis pas dans le cinéma ni dans le show. Je parle de filles de chair et de sang. Et j'ai vu les réactions. J'ai vu les commentaires à l'audience des parents, des jeunes gens. On avait attrapé 1 sur 3 ou 4 qui avait diffusé. J'ai vu les parents qui les toisaient en leur disant « Je ne comprends pas pourquoi mon fils est poursuivi. » Donc ne me dites pas que c'est le même traitement. Ce ne serait pas juste. Et je pense que c'est ça le problème. Deuxièmement, la pensée, oui, le grand argument, et que j'ai trouvé insupportable, et que je pense qu'il est l'argument bateau pour pouvoir faire de l'évitement. C'est le fait de dire il y a trop de problèmes graves en Guadeloupe pour s'occuper de ça. Mais justement, depuis Edgar Morin, nous savons que ce qui a tué l'Occident, c'est de compartimenter la pensée. Et qu'il faut avoir une pensée globale. Et quand on ne peut pas dire, tiens, je vais faire un petit peu d'égalité là, mais là, je laisse passer. Et je m'en fous des conséquences. Non, si on traite de l'égalité d'hommes et femmes, on doit le penser. On doit penser ça de manière globale. Et tout ce qui peut paraître superficiel à certains, si nous, le manifeste des 308, nous détectons justement qu'il y a une inégalité profonde, écoutez, Madame Boissé, vous ne savez pas le nombre de femmes politiques qui sont sur des listes électorales, qui sont au conseil municipal et autres, des femmes qui sont à des hauts niveaux, qui m'ont appelé et qui ont appelé Barfantobo et qui ont dit « Vous avez raison ». Donc c'est quand même extraordinaire. Elles sont à l'intérieur du système. Et elles disent « C'est vrai ». qu'il y a un entre-soi masculin. Donc il faut arrêter de faire comme si c'est formidable. La Guadeloupe... J'ai reçu beaucoup d'appels aussi pour le contraire. Enfin, ça veut... Bon, des femmes qui sont en politique. On n'est pas en train de... Bon, Samuel, on peut le mettre d'accord. Tu es parfait. Je suis contente que l'égalité, selon Samuel, soit gagnée. Donc les féministes... J'ai jamais dit... Les féministes n'ont pas rentré chez elles. On ne va pas me faire dire ce soir... qu'il n'y a pas, personne ne va me faire croire. Un moment, évidemment, m'a même dit, mais Samuel, tu n'as pas signé le 308, le manifeste. Il y a des hommes qui ont signé, tu n'as pas signé. Je ne suis pas obligé de tout. Donc tu n'as pas de leçon à donner. Mais en quoi ce serait important pour moi de signer le manifeste 308? Je fais mes actions pour les femmes comme je dois les faire, comme je peux les faire. Il n'y a aucune obligation. C'est pas une secte. Enfin, je ne suis pas obligé. Ce que je dis, c'est que lorsqu'Evita parle de toutes les situations qu'elle a jugées au tribunal, ce n'est pas de ça que je parle. Si on peut parler, Evita va forcément voir beaucoup plus de cas que moi, de femmes qui sont dans ces cas-là, parce que c'est son métier de défendre les gens. Ce que je dis, mais c'est elle qui a parlé de la problématique, du dossier de M. Boudet, et moi je m'arrête là. Je dis que sur ce dossier, encore une fois, on veut me dire, oui, mais personne n'a entendu parler de quelque chose. Je peux même nommer le nom de personnes qui ont quelque part contribué avec moi, comme M. David Saint-Félix, un certain nombre de personnes qui ont contribué à l'époque même M. Marcia, c'est tout ça qui ont contribué pour que ça ne fasse pas de bruit. Oui, c'était des hommes, c'était que des hommes. Mais on a compris que de toutes les manières, pour cette personne-là, ce n'était pas bien que ça se... Donc on a géré au mieux.
Ok, donc j'ai juste répondu à ça. J'ai dit attention, je ne veux pas qu'on me dise que si c'est un homme politique, c'est juste ça, Raphaël. Non, si c'était un homme politique, ça aurait été différent parce que ça l'a été et c'était différent. Non, mais moi, mon problème, C'est juste ça que j'ai dit. mon problème, c'est Voilà. de rester au réseau. C'est de Et ça ce que que nous ça avançons. c'est Voilà. de rester au Je ne fais réseau pas l'amalgame. et de comprendre la puissance des réseaux à travers ces deux exemples. Et ce qu'on dit de ce côté-là, bon, l'histoire de bon, honnêtement, je m'en fous. Mais ce qui est important, c'est que un réseau, ça se manipule. Et que donc, à partir du moment où c'est manipulé, ça devient un destructeur d'hommes. Et ça devient néfaste d'hommes ou de femmes. Ça devient un destructeur d'hommes avec un grand H. Parce que pourquoi? Alors juste là, pourquoi? Parce que le simple fait qu'une information apparaisse dans le réseau, elle apparaît avec un statut de vérité, c'est ça le problème. Alors qu'elle n'est pas... Parce que le réseau met... C'est la différence qu'il y a dans le cœur du sujet des réseaux. Avant, l'information était vérifiée, était validée, il y avait des obligations, il y avait une éthique, il y avait une déontologie de ceci, de cela, des journalistes. Et tu ne disais pas n'importe quoi à n'importe qui. Le réseau, c'est un besoin d'expression instantanée, pour reprendre ce que disait le maître, avec des grandes nattes là-bas. Donc ça va... Ce qui est terrible avec un réseau, c'est que ça va pas adopter la voie du vrai ou du faux, de l'information. Ça va adopter une petite voie parallèle du vraisemblable. Et le vraisemblable, c'est ce qui nous tue. C'est comme une certaine bien-pensance, c'est comme une certaine éthique donnée comme ça, comme une espèce de fourre-tout. Et donc, parce que c'est vraisemblable, parce que c'est passé dans un réseau, parce que quelqu'un l'a dit, ben, ça a un statut particulier. Et ce statut-là peut être une bombe à retardement pour les individus, pour les réputations, pour les statuts et pour etc. Moi, j'ai lu aussi un moment, on dit, ah là là, ma fille de 20 ans, elle a vu ça. Attendez, dans quel monde on vit? Ben c'est ça. Vous regardez la télé à 19h30, 20h maintenant. Il y a un copain qui me dit, Samuel, hier soir, je dis à mon enfant d'aller dans sa chambre, elle est à peine arrivée que je vois une image qui ne devait pas être dans ma télé à 20h. Ben, tu étais à ta Donc télé. on vit dans un monde où il ne faut juste pas croire que les jeunes sont en reste d'information. Ces jeunes-là, ils ont toute la journée des tablettes dans les mains. Et on veut me dire que ma fille de 20 ans n'a pas... Mais je dis, mais j'hallucine, c'est ça parce qu'on ne me prenne pas, je n'ai pas non plus la langue de bois. Mais il y a aussi... mais il y a aussi... parfois, il y a autant de gens qui ont appelé vite en lui disant, vous avez raison. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé et me disent, oui, mais ça commence à nous fatiguer cette histoire-là. Parce que ça fait 2 jours qu'on parle de brûler, il n'y a pas de chose. C'est dans ce sens-là que j'ai voulu dire. C'est pas pour compartimenter. C'est pour dire qu'il y a des choses au pays qui sont plus importantes que ça. Lorsqu'on reste 2-3 jours sur un débat comme celui-là, oui, mais, eh bien, ça veut dire attends. Non, mais alors, Harry avait demandé la parole. Non, mais juste ça. Oui, tu as raison. Mais tu ne peux pas dire comme ça d'un seul coup. Ça fait. Alors, il se passe un truc grave. Un homme important en Guadeloupe passe, meurt ou fait n'importe quoi. Tout le monde s'en fout. Un épiphénomène complètement à la con va sortir pendant 2 jours, les gens parlent. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas un fait. Tu dis que c'est un non-événement. Non, c'est un événement dans un ordre particulier qu'il faut qu'on comprenne si on veut comprendre la Guadeloupe. Pourquoi ça fait une telle bombe? Alors, j'aurais quand même voulu qu'on puisse essayer de sortir de ce cas et qu'on puisse avancer quand même sur le sujet, puisqu'il y a eu un cas concret. Mais il faut vraiment qu'on arrive à comprendre réellement comment ça se passe et ce que vous pensez réellement des réseaux sociaux. Alors, est-ce que, on va se dire, la chasse au clic sert les intérêts qui servent la démocratie ou les intérêts particuliers? Alors, est-ce que, et à cette question, j'aurais voulu que vous puissiez répondre. Et c'est juste après un appel de téléspectateurs parce qu'apparemment, ça sonne, même sans qu'on ait annoncé l'ouverture de l'antenne. Donc, nous récupérons un appel et puis j'aurais bien aimé revenir sur cette question. Bonsoir, nous vous écoutons. Alors, il y a un retour. On entend. Oui, alors est-ce qu'on peut faire un petit point avec ce téléspectateur qui s'éloigne de son téléviseur? Et puis nous récupérons donc cet appel et ensuite cette chasse au clic. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Je suis bien à l'antenne, là? Oui, vous une êtes femme à qu'on avait l'antenne. entendue. Voilà. Bonsoir, madame. Ah, bonsoir, voilà. monsieur. Je voulais poser une question.
Oui, bonsoir. Mais, oui, je ne comprends pas. Vous êtes en train de... Oui. Alors, vous battre là comme des chiffonniers, au lieu de parler des choses sérieuses pour la Guadeloupe. C'est pas là qu'il faut régler votre compte. C'est pas là, il faut pas régler votre compte sur ça, c'est pas ça qu'on veut entendre. C'est pas ça qu'on veut entendre. Nous, pourquoi vous ne parlez jamais d'immigration? Vous parlez de rien qui concerne vraiment la Guadeloupe. Vous faites toutes les émissions aux gens qui défendent leurs intérêts. Alors, on a beaucoup d'échos malheureusement sur cet appel. Nous récupérons un autre tout à l'heure et en faisant le point avec les téléspectateurs. Voilà, donc à la question, je crois qu'il y avait Harry qui voulait réagir. Enfin, alors avant, je voudrais quand même rappeler une chose. C'est pas étanche totalement ces histoires de numérique, etc. Ça veut dire que vous envoyez une image ou n'importe quoi à quelqu'un, même sans le vouloir, même sans vous tromper, la même image peut se retrouver sur le portable de quelqu'un d'autre. Ça, il ne faut pas oublier ça. Et ça, on le vit assez régulièrement. Donc, déjà, ce genre d'incident arrivera et continuera à arriver. Donc, il faut tenir compte de ça. Ça veut dire, moi, ce que je considère, les réseaux sociaux, pour moi, ce sont les premiers pas vers un monde sans vie privée. Et moi, je considère qu'il faut s'y préparer. On va de plus en plus dans un monde sans vie privée, dans un monde sans secret, dans un monde où tout est ouvert. Et ça demande une préparation sérieuse. Il va y avoir beaucoup de combats et beaucoup de morts. Parce que personne n'a l'air d'être prêt et ça va très vite. Toujours le même problème. La science va très très vite. On n'a pas le temps de légiférer, on n'a pas le temps de border, on n'a pas le temps d'organiser. Il faut s'adapter et manifestement, on sent bien que ce n'est pas évident. Cette histoire-là, quand je vois tout ce qu'il y a eu sur ça, je suis scié. Mais vraiment scié. Première fois que j'ai vu ça, bon pour moi c'était un phénomène, on n'en parle pas à côté. Or, finalement, ça a pris une ampleur extraordinaire. Je ne sais pas où est le vrai problème d'ailleurs. Est-ce qu'il ne fallait pas faire sa photo à lui? En définitive, ce que je viens de dire, cette photo, à partir du moment où vous décidez, vous faites une photo de votre tête, votre cheveu ou votre sexe, si vous l'envoyez à quelqu'un, ça peut aller à quelqu'un d'autre. Bien sûr. Donc ça va arriver à n'importe quel moment, à partir du moment où vous donnez la liberté de dire je fais ce que je veux de mon corps et je peux l'envoyer à quelqu'un. Avec un clic. Avec un clic. Donc c'est ouvert à toutes sortes d'incidents. Donc maintenant, il faut qu'on se décide une bonne fois pour toutes. Il faut arrêter tout ce genre de plateforme en feu. Il faut admettre que maintenant, ça va être de plus en plus ça. Et ça va être pour ça, homme ou femme, ça va être la même chose pour tout le monde. On est aujourd'hui vers un monde où il n'y aura plus de privé, on n'est plus protégé. Donc, il faut assumer ce qu'on fait. On n'est plus protégé. Il faut assumer ce qu'on fait. Bon. Mais moi, ce que je voudrais dire, on ne peut pas empêcher aussi, parce qu'on n'est pas dans une dictature, on ne peut pas empêcher aussi à des personnes d'être choquées. Premièrement. Parce qu'il faut arrêter de traiter de moralisateurs, parce qu'il y a des gens qui ont été vraiment choqués, et moi, je respecte ça. Deuxièmement, je suis désolée, quand j'entends dire... Avant les réseaux sociaux, avant les smartphones, il n'y avait pas de privé. Il y avait un privé. Donc, je veux dire par là que, est-ce qu'on est obligé d'envoyer sa photo? Alors là, son autre débat. Ah ben oui, c'est trop facile. Il n'y avait pas... Mais non, c'est trop facile. C'est trop facile de dire... Je ne pense pas que l'homme d'aujourd'hui est différent de ce que Balzac écrivait. Alors, Balzac n'a pas écrit autre chose il y a 200 ans. Le monde a toujours été pornographique. On n'a pas inventé le monde pornographique. Sauf qu'il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Mais voilà. Donc les gens s'adaptent. Le monde a toujours été comme ça. Il y a toujours eu le privé. On a des outils différents.
C'est les On outils. n'a pas les mêmes outils. C'est clair. Avant, qui c'est qui se balade avec une photo de quelqu'un en poil? Ça n'existait pas. Absolument. Mais oui, mais maintenant, on l'a tous les jours. Absolument. Et Alors, c'est nous facile à partons du faire. côté Donc, des- attention. Harry, c'est pas la peine de s'énerver. Mais non, Harry s'énerve pas. Non, mais Alors, j'aimerais qu'on parte du côté Et de Harry essaie de m'impressionner. Tu sais bien que tu peux pas, Harry. non, mais techniquement, ce qu'il faut comprendre. Non, mais c'est Non, mais avec la tech, non, mais on confond les niveaux. Bon, il y a des individus, leurs humeurs, leur machin, et il y a Ils ont la le doigt. technologie. Et la technologie est régie par des principes, des lois qui ne sont pas des lois normalement, ce sont des outils. La pathologie du réseau, c'est sa viralité, par définition, puisque c'est un réseau. C'est clair. Et donc la viralité, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que une fois que c'est rentré dans le réseau, et les réseaux sont ouverts, entre parenthèses. Donc le réseau, le Tartampion, il est connecté avec le réseau. Voilà, mais là, on y arrive. Donc, cette viralité fait quoi? Qu'une fois que l'information est partie, elle a deux voies, et c'est de la Tu pathologie. peux ne pas l'envoyer, l'information. Non, mais elle est partie. Elle est partie. C'est le clic. Vous faites C'est ça le le clic, mais c'est le clic. famille. C'est pour ça qu'on C'est donne le pas les clic. clics. Mais c'est le clic. Alors, ça vous est passé Attends, trop je finis. facile Attends, aussi, s'il tout te à plaît. l'heure. S'il te plaît, il y a deux termes qu'il faut voir avec les réseaux. Quand je parle de viralité, c'est contagion et contamination. C'est-à-dire qu'une fois que c'est parti, c'est parti. fini. Mais oui, c'est parti. Et ça va. D'ailleurs, l'homme subit. quoi. Il est- Harry a dit quelque chose tout à l'heure, qui est une chose qui est très importante. C'est la fin du privé. Oui, mais c'est la fin du Le privé. privé peut continuer Parce que, oui, sans les à condition smartphones. de se couper. Voilà. Dans ce cas-là, D'ailleurs, oui, mais attendez. d'ailleurs, Il y a beaucoup de gens qui ne D'ailleurs, mettent pas leur Alors, privé s'il vous dans plaît, les pas en même temps. smartphones. Oui. d'ailleurs, Bien sûr. ce qu'Harry dit est incroyable, important. Et ça. quand il parle de viralité, il est important de savoir où s'arrête la vie privée. Parce que ça veut dire que est-ce que je peux ouvrir ma porte et si vous savez que vous êtes chez moi, vous n'êtes pas chez vous, vous n'entrez pas. C'est ça le truc. Non. Lorsqu'on ouvre la porte, la viralité fait que vous ne pouvez plus revenir. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas sur Facebook. Vous n'allez pas me trouver sur Instagram, Facebook. Ça existe pour mes entreprises. Par contre, personnellement, je me ferme à ça d'ailleurs. Oui, mais attends. Tous les producteurs, ceux-là Oui. même qui ont créé les réseaux sociaux Oui, on a aujourd'hui, vu une vidéo ne là-dessus. veulent pas que leurs enfants aient accès Eh ben aux voilà. réseaux Alors, sociaux. un Donc, disait qu'est-ce qu'ils ma font? nièce. Voilà. Je ne veux pas qu'elle Je veux pas que puisse- ma nièce puisse y avoir accès. Oui, mais Et après- qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils ont créé une école pour justement ces milliardaires-là, Bien pour que sûr. leurs enfants aient une culture livresque. Voilà. Voilà. Et que à En dehors de jamais, tous voilà, les réseaux voilà, sociaux. Donc on voilà, peut. voilà. Donc on peut. Non, Oui, parce qu'il y a pas des milliardaires. Non, on peut pas, parce qu'à partons partir du de ta côté du photo. téléphone. Ne me on dites peut pas que le privé n'existe plus. On peut pas. C'est À pas partir vrai. de la capture. C'est pas vrai. Faut être sérieux. À partir de la capture de ta photo, quand tu es en fête avec quelqu'un, je pars un week-end caché, machin barré avec Zébris, comme d'habitude, à partir de la capture de ma photo sur Facebook, même si je ne suis pas sur Facebook, Absolument. on peut dire, on a vu Raphaël Spironel, tel endroit, tel endroit. Mais c'est où Donc, on ça est. arrête. Absolument. C'est où on est. Il faut voir. Messieurs, mesdames, s'il vous On a un plaît, Il est très tard. nous avons un appel et les téléspectateurs ne seront pas très contents Ben oui. si nous ne récupérons pas quelques réflexions, quelques questions. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir aux auditeurs, bonsoir au plateau, bonsoir Madame Boissé. Bonsoir, Je monsieur. vais répondre à la question en disant simplement, le réseau social, il ne peut pas être néfaste. Le réseau social, c'est un outil qui est utilisé par des gens à comportement néfaste et des gens à comportement qui veulent qu'une société évolue. Ça, c'est une première chose. Le réseau en lui-même, il ne peut pas être néfaste. Ce sont les gens qui l'utilisent à bon escient ou à mauvais escient. Ensuite, j'aimerais poser une question à Mme Evita, que je vois ce soir, je ne l'ai jamais vue aussi animée. Et j'aimerais lui poser la question, Madame, êtes-vous féministe? Et considérez-vous que tout homme qui ne partage pas la cause féministe est un macho? Vous y répondez tout à l'heure. Merci. Ensuite, Je vais vous pour répondre. terminer sur l'exemple de M. Boudet qui a été pris, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas la photo du sexe de M. Boudet qui a choqué les gens, ce n'est pas vrai. Si cette photo-là était arrivée sans commentaire et sans qu'on sache qui c'est, Mais bien sûr. ça aurait fait personne n'en aurait parlé. Ah ben voilà. C'est le fait que ce soit le sexe de M. Boudet Voyez, ben qui voilà. fait le tollé, Ben en voilà. réalité. C'est ça que je Et il disais. faut savoir une chose, ce genre d'information, que ce soit photo, vidéo, ou alors petit texte, comment je veux dire, des petits textes anonymes, quand ça arrive sur mon portable, c'est le tombeau, il n'y a pas mon là, pas ma suite. Donc quand ça arrive chez moi,
c'est la fin du parcours. Ni les prières, ni les incantations, ni les chaînes de prière, comme il y a tout ça aussi. Quand ça arrive sur mon portable, c'est le tombeau, j'ai fini avec ça. Oui, tout à fait. Donc, je crois avoir... Est-ce que vous pouvez reprendre la question que vous m'avez posée? Oui, la question que vous m'avez posée, oui. Alors, je lui demande dans un premier temps si elle est effectivement féministe et si elle considère que tous les hommes qui ne partagent, enfin, qui ne défendent pas la cause féministe sont des machos. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bon, je vais répondre rapidement. Si je suis féministe, je crois que, voilà, j'en ai parlé au tout début, il n'y a pas de doute dessus. C'est-à-dire que j'étais féministe quand c'était pas dans l'air du temps. Je veux dire, à l'époque, c'était souvent l'objet de beaucoup de critiques. Maintenant, tout le monde est féministe, puisque la France a décidé de mener campagne, donc tout le monde suit. Non, donc je suis féministe. Mais comme je vous dis, être féministe ne veut pas dire que justement, on mène politique contre les hommes, puisque j'explique pourquoi je défends les hommes que je considère comme accusés injustement. Parce que moi, en fait, je suis pour la justice. Donc, c'est ça mon problème. Donc, personne ne peut dire que je ne suis pas féministe, mais en même temps, je n'ai aucune politique discriminatoire vis-à-vis des hommes, puisque je considère qu'on ne peut réussir cette société qu'ensemble. Alors, est-ce que je considère que les hommes qui ne défendent pas la cause des femmes sont des machos? Pas obligatoirement. Il y a des hommes qui sont un peu introvertis, il y a toutes sortes de personnalités, qui ne défendent pas obligatoirement la cause des femmes, mais qui ne se croient pas supérieurs aux femmes et qui n'ont pas le sentiment que la femme n'a pas droit au même droit qu'eux. Donc là, je veux dire, c'est très complexe, c'est très individuel en fait. Et il y a des hommes qui défendent effectivement la cause des femmes et le manifeste des 308, c'est pour ça que j'en avais parlé tout à l'heure, Samuel en a parlé. Quand on m'a dit « vous menez une guerre homme-femme », j'ai rappelé que le manifeste des 308 avec Patricia Baffantrobo et Marx Custos, c'est justement un manifeste qui a été signé par autant d'hommes, si ce n'est plus, que de femmes. C'est ce que j'ai voulu dire à Samuel, et j'ai dit, tu vois bien que nous sommes loin d'être faire une guerre contre les hommes, puisque justement nous menons ensemble un combat pour réussir ensemble ce pays-là. Autre appel, bonsoir, nous vous écoutons. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir aux invités sur le plateau. Bonsoir, Yveline. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je voulais effectivement intervenir par rapport aux réseaux sociaux. Donc, le précédent auditeur l'a dit, les réseaux sociaux ne sont néfastes qu'à partir du moment où nous les utilisons de manière néfaste. Aujourd'hui, il s'avère que ces réseaux sociaux sont dans les mains de jeunes. Nous voyons bien tout ce qui passe actuellement sur les réseaux sociaux et dont nous sommes choqués, parce qu'effectivement, c'est un outil qui n'était pas dans nos mains il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une société où les parents ne contrôlent plus ce qui passe au niveau de leurs enfants, donc ça c'est au niveau des enfants. Et maintenant, nous, en tant qu'adultes, même si nous voulons envoyer des photos à un ami ou à une personne qu'on aimerait séduire, on est obligé de se poser la question avant d'envoyer la photo, est-ce que je lui fais assez confiance? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est une personne de notoriété publique, il faut qu'on puisse faire attention à qui on l'envoie pour que cette personne ne puisse pas utiliser notre image de manière néfaste. Et ça va de soi aussi pour toute autre personne, même si elle n'est pas de notoriété publique et connue. Ça, on le voit tous les jours. Il y a des photos qui circulent tous les jours. Même quand vous avez une personne qui fait on va dire, répond à une interview de magazine et sa photo se retrouve sur les réseaux, elle peut être utilisée à mauvais escient sur des montages. Malheureusement, on ne contrôle plus. On est dans une société où il n'y a pratiquement plus de moralité ni de valeur. On est dans une société où il faut faire du buzz, quitte à faire mal à l'autre. Et aujourd'hui, on est dans une société d'harcèlement numérique. Donc, je pense que là, il faut qu'on puisse transmettre toute cette valeur et se dire, nous, est-ce qu'on fait confiance suffisamment à la personne à qui on va envoyer ces données? Malheureusement, si on se posait cette question-là, je pense qu'on aurait beaucoup moins de nos données sur les réseaux sociaux, surtout pour ceux qui peuvent les voir, même en piratant nos sites internet et nos pages.
Et surtout, même à une personne qu'on souhaite séduire, qu'on souhaite faire plaisir, et je pense que c'est ce qui est arrivé à ce monsieur, qui malheureusement faisait confiance, pensait avoir fait et qui s'est retrouvé sur les réseaux. Et ça, malheureusement, ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on ne le souhaite. Mais là, malheureusement, c'est une personne de notoriété publique. Donc il faut qu'on puisse contrôler et surtout faire en sorte d'éduquer la population, d'éduquer nos enfants, d'éduquer nos adultes sur ce qui peut être fait et ce qui ne doit pas être fait. Faire un appel à la conscience générale sur « il m'a envoyé sa photo, il m'a fait confiance, pourquoi je vais l'envoyer? Est-ce que je l'envoie pour faire du mal ou je l'envoie juste pour faire du buzz ?» Et ça, je pense qu'il faut vraiment faire un appel à la conscience à la population par rapport aux réseaux sociaux. Merci, madame. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Mais justement, la dame a mis le doigt sur quelque chose parce que on est en train de parler, mais la réalité actuelle des réseaux sociaux, c'est le clic, il faut le comparer au bouton de la bombe nucléaire. Et chaque personne avec son portable a le bouton de la bombe nucléaire. Il faut savoir que l'effet sur Facebook ne sera pas le même sur Twitter, ne sera pas le même sur WhatsApp, ne sera pas... Là, tout à l'heure, dans la conversation, on était en plein WhatsApp. Là, comme ça, là, s'il fallait déterminer les chances qu'il y avait, ça, c'est du WhatsApp. D'accord? Donc, c'est un échange d'idées, mais dans le respect, bien entendu, mais on défend ses idées. Ça, c'est du WhatsApp. Maintenant, Twitter, ça serait passé différemment. C'est une phrase, je te tue. Une phrase, je refais ta vie. Donc, vous voyez bien comment les hommes politiques maintenant utilisent Twitter. Lorsqu'ils doivent se défendre le plus souvent, c'est Twitter qu'ils prennent. Facebook, encore, c'est un autre aspect. Instagram, c'est un autre aspect. Peu importe les réseaux sociaux qu'on utilise, on a tous ce petit bouton, ce clic, qui est une bombe nucléaire. Maintenant, ce qui se fait autour de ce clic, c'est qu'il y a un aspect qui rentre encore, c'est le côté buzz. J'ai le pouvoir de faire ou de défaire. J'ai, sur le moment instantané, je peux ressusciter comme je peux tuer. Mais là maintenant, on est confronté à l'individu par rapport à sa perception de lui-même dans le monde réel. Donc maintenant, le pouvoir qu'il ne peut pas avoir dans le monde réel, il va se l'attribuer à tort ou à raison dans le monde virtuel. Et c'est où on est. C'est pour ça que tout le monde a le droit de sa pensée. Mais en même temps, de l'autre côté, du fait que tout le monde a le droit de sa pensée, on laisse la pensée de d'autres personnes aussi prendre le dessus. Et le problème, c'est quoi? C'est celui qui saura comment manipuler le réseau, déjà en premier lieu, techniquement parlant, et celui qui saura comment, émotionnellement parlant, déposer une information pour qu'elle puisse aller où elle doit aller. Et c'est où on est actuellement. Parce que quand on regarde bien maintenant comment les réseaux sociaux fonctionnent, et Raphaël l'a dit, c'est viral. Donc, dès que tu sais que tu es sur un réseau, dès que tu fais le clic, c'est fini. Ça part, même les réseaux sociaux, maintenant, on voit qu'il y a des sortes de guerres fortes qui se font interposer. Et finalement, entre certaines guerres qui se font sur les réseaux sociaux, malheureusement, ça découle dans la vie privée de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas dire dans la rue, parce que si je dis dans la rue, on va stigmatiser la jeunesse. Or que ce n'est pas ça. Dans les réseaux sociaux, tout le monde est majeur. C'est ça le trip. Donc même si on donne une éducation à notre enfance, c'est l'éducation que la dame demande pour les réseaux sociaux, c'est la même éducation que s'il n'y avait pas de réseaux sociaux qu'on aurait appliqué pour une autre raison. Donc ça c'est quelque chose qui va toujours rester, être véatif par rapport à ses enfants. Sauf que l'enfant de 1921 n'est pas l'enfant de 2021. La personne, même nous naissons, moi je suis né dans les années 70, d'accord? En 2021, je reste toujours zébris, mais zébris avec une autre perception. Et si moi je ne me mets pas à jour, d'accord, je risque de me faire bouffer. Parce que maintenant, si on n'a pas de portable, il faut le dire, si on n'a pas de portable, on a le sentiment d'être coupé du monde, de ne pas exister. Or, à la base, toutes les informations passaient avant sans ces réseaux. Est-ce que Zébris, vous pourrez vous passer les réseaux sociaux? Actuellement, maintenant, je suis un addict. Je ne vais pas mentir. Mais simplement maintenant, je réponds, je suis un addict. Maintenant, c'est le moi de moi-même qui va décider qu'est-ce que je vais en faire. D'accord. Nous partons. C'est rapide, hein? Oui. Dans ce que disait la dame tout à l'heure. Oui, on est dans la recherche de solutions, on va être coincé. Elle disait, vous imaginez, elle n'interdit pas l'idée de la photo, parce qu'elle admet le principe qu'on doit vouloir une photo pour séduire, etc.
Mais elle dit, envoyez-la à quelqu'un de confiance. Mais qui? Ça veut dire quoi, quelqu'un de confiance? Confiance quand? Mais il y a plein de gens qui arrivent à la mairie en toute confiance et je le retrouve après avec Evita qui défend l'autre qui défend et qui sont plus en confiance du tout. Donc la photo de confiance d'aujourd'hui sera demain matin sur la bombe atomique. La bombe atomique, ce n'est pas... Il faut considérer qu'on est dans un autre monde et on doit se préparer à un autre monde. Point. On ne va pas régler les problèmes de ce monde-là avec les données d'avant. C'est fini. On doit penser qu'aujourd'hui on change de logiciel. On a changé de paradigme. Tout à fait. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais donc poser une question à Evita, la Dupont-Rita de la Guadeloupe. Je voudrais savoir, quand vous relayez une photo qui ne vous est pas destinée, vous tombez sous le coup, vous tombez sous le coup de la loi. Parce que nous avons eu l'affaire Griveaux. Griveaux a porté plainte et c'est une affaire qui est en cours. Il a porté plainte contre le copain de sa copine qui est russe et l'affaire est en cours. Alors donc les gens, il faut savoir quand vous relayez une photo qui vous est pas destinée, vous pouvez tomber sous le coup de la loi. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça, Evita? Oui, Merci, monsieur. Oui, la comparaison avec Griveaux, ce qui s'est passé pour Griveaux, c'est complètement différent. Griveaux envoie une vidéo intime à une femme avec qui il a des relations. Et cette femme transmet, enfin du moins elle dira plus tard que c'est lui qui a pris, enfin son copain du moment, prend les vidéos sur son ordinateur à elle. Et Griveaux donc, effectivement, et on diffuse. C'est pas pareil. Comment dirais-je, Griveaux dit, vous avez volé la vidéo et vous l'avez diffusée à mon insu. La difficulté dans ce dossier-là pour M. Hilaire Boudet, c'est que c'est lui, et contrairement à ce que madame n'avait pas bien compris ce qui s'était passé, c'est lui qui envoie sur un groupe. Attention, c'est lui qui envoie sur un groupe. Voilà, il se trompe. Et le groupe, il y a un certain nombre de personnes. Est-ce qu'on peut reprocher, et là il y aura un véritable débat très intéressant, est-ce qu'on peut reprocher à cette personne qui est sur le groupe, qui a reçu volontairement une image, parce que si elle a eu le temps de faire la capture d'écran et de renvoyer, je veux dire qu'il n'a pas éliminé tout de suite. Parce que je ne pense pas qu'elle ait eu le temps ça veut dire à moins qu'elle soit aux aguets. Alors, mais il y a la fonction. Il y a une fonction dessus que dans le groupe, tout ce que tu reçois en matière de vidéo ou de photo, ton portable a la faculté de pouvoir l'enregistrer. L'enregistrer directement. Oui. Mais je veux dire, moi le mien ne fait pas ça. Non, tu n'as pas activé la fonction. Voilà. Donc, je veux dire par là. Voilà. Donc ceux qui font ça déjà, bon, c'est vrai. Mais je veux dire par là que c'est ça qui est différent, c'est qu'il l'a envoyé sur un groupe et en fait, il dit qu'il s'est trompé de groupe. Donc la personne, avant de savoir qu'il s'est trompé, elle pourra dire, moi, il l'a envoyé, je ne savais pas qu'il s'était trompé et après tout, je continue à dire qu'effectivement, quand on voit la photo, on ne sait pas très bien vraiment de qui il s'agit. On voit simplement le nom, mais est-ce que ce n'est pas un montage? C'est après, quand il dit, attention, je demande de ne plus utiliser cette photo, je l'ai effacée. Les gens qui continuent à diffuser la photo, là, ils peuvent avoir... D'accord, nous partons du côté du téléphone et après Raphaël. Bonsoir, nous vous écoutons. Il y a beaucoup d'appels et c'est vrai que ça tourne bien. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui. Vous êtes là? Bien, le temps de faire un point. Vous êtes là? Bonsoir. Oui. Bien, mais Raphaël... Oui. Alors, on a beaucoup, si je reviens réseau, parce que c'est de la technique, de la technologie, il faut comprendre comment ça marche, pour comprendre après comment ça manipule et ça altère la communication humaine. Donc on a beaucoup parlé tout à l'heure avec l'aspect émetteur, l'aspect récepteur, pluriel, avec chacun sa logique, ses motivations, ses mobiles, entre la logique de celui qui envoie n'est pas nécessairement la logique de celui qui reçoit. Oui. Enfantin, mon cher Watson. Donc,
Il y a ça, et puis il y a le réseau qui amplifie, qui va. Alors, le problème qu'on a maintenant, c'est que tout ça, ça travaille l'esprit humain, ça travaille les systèmes de pensée. Et aujourd'hui, il y a l'appel ? Oui. Je vais prendre On va l'appel. revenir sur les systèmes de pensée. Bonsoir. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aimerais répondre sur l'affaire de Bouddhi. Alors, juste un point, il faut vous éloigner de votre téléviseur puisque nous avons un écho en plateau, un écho très désagréable. Allez-y. Oui, allô? Oui, allez-y, monsieur. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve ça inadmissible. Quoi? Qu'est-ce qui est inadmissible? Je trouve ça inadmissible. Pourquoi? Parce que j'estime que, vu que c'est un élu, sachant que c'est un élu, donc je trouve que ça faut trouver une affaire d'État. Si c'est un élu, c'est un homme d'État. Sachant que je pense que c'était quelqu'un de normal. Quand on envoyait la photo, ça n'aurait pas eu autant d'incidence. Ah, vous êtes clair. Mais sachant que c'est un élu, moi je pense plus que c'est une affaire politique. Ah. Ben, monsieur, excusez-moi, par rapport à ce que vous dites, vous mettez un point sur quelque chose. Si vous dites qu'effectivement, si c'est un élu, du fait que ce soit un élu, que ce soit amplifié, je comprends. Ça aurait été quelqu'un de lambda, ça aurait été la même chose, mais bon, on va pas... Il y a ce qu'on appelle aussi, maintenant, ce qu'on appelle le bad buzz. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est fait avec monsieur Bouddé, comprenons-nous bien et comprenons bien mes propos. Mais il y a des gens qui sont capables de créer des bad buzz, de force des fake news, pour qu'ils puissent avoir le droit pointé sur eux. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de M. Bouddé, mais selon ce que vous êtes en train d'essayer d'insinuer ou de dire, il y a cet aspect-là, ça aussi. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux où on est actuellement là sont très dangereux. Parce que la manipulation, maintenant, distinguer le vrai du faux, le faux du vrai, ou si c'était un tel ou X, Y, Z, non. Il suffit que cette personne-là, ça, d'accord, on arrive à identifier la personne, d'accord, qu'elle soit lambda ou pas, ça tourne. Sauf que maintenant, il faut qu'on comprenne bien où on est. Si c'est une stratégie politique, il faut voir la stratégie politique, d'où elle part, pourquoi elle a été faite, mais il faut voir aussi son envers. Parce qu'il y a beaucoup de bad buzz qui se font simplement pour éveiller. On voit ça de plus souvent sur les réseaux sociaux. Il y a un clip, je prends un exemple comme ça, mais il y a un clip qui a été tourné dernièrement où on préméditait la mort de quelqu'un. Tout le monde pensait qu'il était mort, d'autres personnes pensaient qu'il n'était pas mort. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Donc il faut faire, quand on parle de stratégie politique dans ça, on ne peut pas que rester d'un côté. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ça éveille les deux. Donc, que ce soit quelqu'un politique, oui, ça a été amplifié, ça aurait été quelqu'un de lambda et qu'on aurait su que c'est cette personne-là, ça. Regardez l'affaire Kokolo. C'est un exemple tout con, mais voilà. Kokolo, c'est un inconnu. D'accord, il a foutu une claque à tous les artistes en Guadeloupe. Voilà. Les réseaux sociaux. Merci. Merci, monsieur, pour cet appel, Raphaël. Alors donc pour revenir, rentrer un petit peu dans la technique, revenir sur le fonctionnement. Zébri se disait, bon, une fois que le cœur du réseau, donc le réseau même fonctionne avec des algorithmes. Donc une fois que ça fonctionne, ça applique, il fonctionne pour ce pourquoi on l'a programmé, ça l'applique sans état d'âme, ça diffuse sans état d'âme, avec le rayonnement qu'on connaît. Alors, je voulais venir maintenant par rapport à mes étudiants. Le problème qu'on a maintenant, c'est que, et quand tout à l'heure Zébri dit qu'il est addict, et Samuel disait la même chose, donc là, il faut qu'ils viennent me voir. Ils ont 4 ou 5 séances gratuites. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il va y avoir des problèmes sous vos systèmes de pensée. On l'a déjà constaté. Ça veut dire que le fonctionnement en permanence avec cette réalité virtuelle, avec ces avatars du réel, avec ces égrégores, il y a des noms maintenant, crée une néoculture qui est une culture dans laquelle ce monde-là, bon, parce que ça fait un bout de temps, devient de plus en plus réel et substitutif. Et donc, on s'aperçoit chez les jeunes, et chez les étudiants, c'est une désespérance, qu'il y a donc progressivement des modifications des circuits de raisonnement. Ils raisonnent à réseau, alors qu'ils ne raisonnent plus avec une pensée logique, une pensée déductive, une pensée hypothético-déductive, avec une pensée sensorimotrice, avec tous les systèmes de pensée qu'on avait qui nous permettent d'être, entre guillemets, intelligents. Et je prends le mot avec vraiment ça, une grande noblesse. Il y a une panne qui commence à se poser maintenant dans les niveaux de réflexion.
On le voit très bien dans les devoirs, ils te foutent tous les mêmes trucs. Tous ça, chouf, un copier-coller. Et même quand tu les interroges là-dessus, il n'y a pas de profondeur de champ. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont dit d'une certaine manière. Ils ont répété, et pour eux, c'est vrai, parce que comme ils l'ont pris dans un réseau, donc c'est vrai au-delà de ce que toi tu affirmes, ou que tu dis ou que tu démontres. Il y a un problème d'absence de contrepartie dans le raisonnement. Il y a un autre problème qui est une affectation, une altération de la pensée réfléchie, du feedback, du retour sur soi, sur le quant à soi, ou de la pensée discursive. Bon, il y a encore d'autres problèmes, il y a un problème du clonage. Hein? On a affaire de plus en plus à des gens qui sont clonés au niveau comportemental, au niveau des us et habitudes, au niveau des mythes, des choses comme ça. Et donc, en définitive, il n'y a pas de critique intellectuelle, il n'y a pas de recul, et on assiste de plus en plus à des gens qui ont un encéphalogramme plat, et on constate la baisse des QI. Alors, je ne suis pas un spécialiste du QI, parce que il y a quelque chose donc, de gravissime qui est en train de se jouer, qui est un nivellement par le bas de tous ces gens. Donc, tu aimes, bon, toi, manifestement, tu es l'exception qui confirme la règle. Bon, mais il y a quelque chose de très dangereux. C'est pour ça que les responsables des grands groupes ne mettent pas leurs enfants, parce que la pensée, c'est comme un muscle. Ça se travaille. Et si tu ne la fais pas travailler, ben, elle ne se développe pas. Alors, nous partons du côté du téléphone et ensuite Evita. Ah, d'accord. Okay. Bonsoir, nous vous écoutons. Ben oui. Allez-y. Allô? Oui. Oui, bonsoir. 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 Alors, je tiens à saluer quand même mon ami Fabrice et surtout l'ensemble des personnes très intelligentes, puisque c'est vrai que la pensée permet justement de grandir. Et il est vrai qu'avec ces réseaux sociaux, il y a trop de jeunes, je dirais même des très très jeunes, puisque aujourd'hui les parents sont dépassés par les événements. Quand on va à la plage, sur Snapchat, j'ai des oreilles, en fait bon, c'est sympa, c'est ludique, on va dire, ça sert à amuser la galerie. Mais aujourd'hui, il y a un danger, et que notre génération, et même je dirais nos politiques, n'ont pas pris à bras de corps le danger du numérique. Il est bien de lancer la fibre, de mettre toutes ces technologies à la pointe. Mais aujourd'hui, la bombe aujourd'hui de nos enfants et de nos jeunes reste le téléphone portable. La 5G, elle arrive bientôt. Donc c'est sûr que les réseaux sociaux, mêlés à tout ça, entre la pub, entre l'ensemble de la masse d'informations qu'on a, la réflexion n'est pas poussée justement. Il n'y a pas suffisamment de recul pour certains. Ils l'ont, mais d'autres rentrent bête et honte dedans sans pour autant se dire mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quand on voit des jeunes de 12 ans, 13 ans qui sont aujourd'hui se filment, ils font n'importe quoi, et ils n'ont même pas le recul. Et aujourd'hui, les parents, moi je dis bien, les parents ont un devoir aujourd'hui de cadrer toute cette partie téléphonie mobile. Vous avez des enfants, mais prenez simplement une action, il peut avoir des conséquences lourdes. Revenons sur ce que M. Boudé, certes, qui est un homme politique, qui derrière peut découler. À travers son erreur, il peut y avoir peut-être des inculpés, juste parce que il a mis un coup de veto en disant ah c'est moi, mais je ne souhaite pas que ça soit divulgué. Moi, je me dis que dans l'intelligence humaine, ce genre de choses doivent rester dans un certain cercle. Maintenant, la faute de ce réseau, et ce qui est néfaste aujourd'hui, c'est que sa crédibilité, elle est mise à perdre. Puisqu'aujourd'hui, qui va faire confiance à cet élu? Et moi, je me pose la question à travers l'ensemble des élus guadeloupéens, pas forcément ceux qui sont dedans ou pas, mais à travers l'ensemble de ces réseaux, puisqu'on s'échange, il y a eu des fuites. Ne serait-ce que sur récemment le conflit qu'on a eu avec les groupements économiques, il y a bien eu des fuites parce que le ministère et tout ça. Donc, ça montre un petit peu l'intérêt que les gens ont déjà d'avoir l'information, qui peut être erronée ou pas, mais en même temps, ça fuite, mais tout de suite, on réagit, on rebondit sans pour autant avoir le recul nécessaire pour se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une bad news? Est-ce que c'est du fake? Donc, les gens, ils avalent et ils consomment, et ça permet justement d'exister aujourd'hui à travers ces réseaux sociaux, qui sont là peut-être pour amuser la galerie, mais il y a une bienveillance à mener pour la jeune génération, et malgré ces grands hommes politiques avec, je dirais, cette bêtise, excusez-moi, mais c'est quand même pas normal qu'à son âge, il puisse s'amuser à faire ce genre de nude. Excusez-moi, ça reste... à l'époque, on peut faire oui, mais là, moi, je dis crédibilité totale, et derrière tout ça, c'est tout son parti qui perd. Parce que quelque part, on peut aussi associer un petit peu l'ensemble par ça connu, tout ça. Donc, moi, ma réflexion, et je la pose vraiment, c'est une très bonne émission, mais la
l'accent sur le jeune d'aujourd'hui, parce que le numérique, c'est bien, ça va vite, mais aujourd'hui, on constate que la veille numérique aux Antilles, les réseaux sociaux, on doit parler un peu plus à l'école pour cadrer un petit peu ces jeunes à travers l'ensemble de ce que ça peut causer. Tant ça peut être bon, mais tant aussi que le retour du bâton, ça peut saquer une vie, quoi. Même à 10-12 ans, ben, le reste, une fois que tu cliques sur Images, Google, bon, c'est ce que tu as fait, quoi. Donc c'est ça un petit peu qui est un peu dommage. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Et encore, merci pour votre belle table, là, parce que c'est super sympa. Et continuez ainsi, je vous encourage en tout cas. Voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci Allez, à bonne vous. soirée. Bonne soirée. Oui, alors Oui, c'était... moi, il y a aussi un élément, ça rejoint un peu ce que Zébris a dit tout à l'heure, qui est intéressant, c'est comment, en fait, à partir du moment où on écrit sur Internet, comment Internet ou les réseaux sociaux constituent un écran entre soi et les autres. C'est-à-dire qu'on peut être amené donc à dire des choses que peut-être qu'on ne pourrait pas dire si on était physiquement en présence de la personne. Et on peut dire des choses terribles comme si le fait que ce soit un écran, eh ben, tous les tabous, c'est-à-dire ce que vous êtes profondément, ben, ça jaillit sans problème. Et je vais vous donner un exemple. Et d'ailleurs, je vous dis que ça c'est viral. Parce que ça c'est une chose qui choque énormément actuellement. Je vais vous lire une phrase qui est quand même intéressante de ce qui a été dit sur les réseaux sociaux par toujours Madame la sénatrice. Je refuse de faire de la politique politicienne et l'attaque des femmes qui n'ont à aucun moment fait quelque chose de mal. Point. Et subitement, alors que il n'y a aucun lien, je sais que ma mère est morte dans son lit, entourée des siens. Et elle dit cela puisqu'elle s'adresse en fait à Patricia Brafont-Trobo, qui aurait nommé son nom. Elle ne dit pas Patricia, mais elle parle de gens qui ont nommé son nom sur les médias, on sait que c'est Patricia. Elle dit ça, elle s'adresse à Patricia Brafont-Trobo, dont la mère, qui était surprotégée, parce que j'ai plaidé, et je vais encore plaider cette affaire, a été assassinée, et effectivement n'est pas morte dans son lit, est morte devant sa porte parce qu'elle a été agressée alors qu'elle était simplement allée chercher sa bouteille de lait au bas de l'immeuble et que son fils qui vient tous les dimanches matins avait un peu de retard, il le lui avait dit. Et là, les gens, je peux vous assurer, parce que j'avais lu ça un petit peu en diagonale, je pense, les gens ont été tellement choqués, se dire, c'est pas possible de dire ça. Je sais que ma mère est morte dans son lit. Elle dit ça à quelqu'un dont la mère, justement, n'est pas morte dans son lit. Et voilà comment, je pense que physiquement, elle n'aurait pas osé dire ça à Patricia, de face. Là, elle le dit, et c'est terrible, parce que beaucoup de gens m'ont dit, j'ai eu les larmes aux yeux, des gens qui ne connaissaient même pas la mère de Patricia. Moi, j'ai eu des larmes aux yeux, parce que je la connaissais, je savais en plus combien elle était aimée de ses enfants. Cette dame ne restait pas une heure seule, tellement ils se relayaient autour d'elle, c'était extraordinaire. Les magistrats même l'ont dit en cour d'assises, ils n'avaient jamais vu ça, une femme aussi surprotégée, je dis bien surprotégée, et de répondre, parce que vous n'êtes pas d'accord avec une idée. En savon seul bitin, maman moins mort en liaille. C'est terrible, et je dis voilà encore en quoi les réseaux sociaux sont néfastes, parce qu'ils vous donnent ce dont Zébris parlait, une espèce de sentiment de puissance qui fait qu'on peut dire des choses qui sont hallucinantes. Nous partons une dernière fois du côté du téléphone. Malheureusement, nous ne pourrons pas prendre plus d'appels. C'est vrai que je sais que vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Ça sera pour mardi prochain sur un autre thème. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Je voudrais intervenir au sujet de Madame Chevry par rapport au débat. T'as fait le buzz. Allô? Oui, allez-y. Oui, alors Madame Evita Chevry, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais vous dire en préambule, comme on dit chez nous, pourquoi manger, oublier. Vous avez fait acquitter un délinquant notoire, un délinquant sexuel notoire, à la personne de Cédric Cornu. Et là, vous êtes en train de nous faire un numéro de pucelle et
effarouché concernant M. Bouillet qui a envoyé son sexe à une copine. Alors là, déjà, un sexe qui n'est pas en érection, on ne peut pas dire que c'est une image pornographique. Il s'agit d'une mauvaise manipulation. Même M. Bouillet a parfaitement le droit d'envoyer la photo de son sexe à une adulte consentante qui est probablement son amie. Par contre, vous avez fait acquitter une personne qui a abusé de la naïveté d'une jeune fille. Alors, on ne peut pas être... il n'y a pas deux poids, deux mesures. C'est une question de moralité. Donc, M. Cornet, ce délinquant sexuel avait besoin d'être défendu. Vous l'avez défendu. Mais par contre, il ne faut pas vous ériger en maîtresse de la moralité concernant un fait qui est pour moi un non-événement. Merci, monsieur. Voilà, je vais répondre. Merci. Je vais répondre. Evita Chevry, ensuite Oui, on fait le je tour crois de que, plateau. monsieur, vous n'avez pas du tout suivi l'émission, parce que jamais je ne me suis présenté en tant que procureur ou autre, puisque j'ai bien expliqué que nous sommes intervenus sur la question du traitement qui était fait, sur la question de l'égalité des femmes et des hommes, sur la question dans l'entre-soi masculin, etc. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais je crains fort, si vous avez suivi, que vous n'avez pas compris, et ça, malheureusement, je ne pourrai pas vous aider sur ce plan-là. Mais c'est clair que je n'étais pas du tout sur la question ni de la photo, ni du autre, mais de la question du traitement et de la question du silence et ce que ça veut dire dans une société, etc. Donc, vraiment, premièrement. Deuxièmement, monsieur, vous me dites que j'ai fait acquitter... c'est une chose un peu incohérente. Où il est acquitté et on considère qu'il n'y a pas d'éléments, comment pouvez-vous dire acquitter quelqu'un qui a fait ça? C'est parce que vous avez le dossier, vous avez fait quoi? Moi, je suis convaincu que Cédric Cornet est innocent. Vous ne m'empêcherez jamais, après avoir tant défendu les femmes, maintenant que la question judiciaire est réglée, vous ne m'empêcherez jamais, monsieur, de défendre les hommes quand moi je pense qu'ils sont accusés à tort. Cédric Cornet a toujours dit qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec cette jeune fille qui n'avait pas 15 ans révolue. Donc, de toute façon, ce qui est extraordinaire, pourquoi vous n'attaquez pas les 3 magistrates composaient le tribunal et qui l'ont relaxé? Pourquoi c'est l'avocate guadeloupéenne que vous attaquez? Il faut attaquer aussi les magistrates, parce que ça voudrait dire qu'elles sont complices alors aussi. Donc, mais ce qui est incroyable, vous partez d'une idée qu'il est coupable, il est relaxé, et vous reprochez à l'avocat de l'avoir fait relaxer. Je suis désolée, je ne suis pas intervenue en appel. En appel, il a été condamné, il avait un autre avocat qui a eu le dossier, je sais, très tardivement. Moi, je ne suis pas concernée par l'appel. Moi, je suis convaincue, je continuerai à le dire jusqu'à ma mort, Cornet, dans ce dossier, pour moi, est innocent et je l'ai fait. Effectivement, j'ai participé activement avec Robert Valérius à ce qu'il soit relaxé. Mais attention, il y a 3 magistrates femmes qui n'étaient surtout pas laxistes, connues pour être leur sévérité et qui ont dit... Nous entendons, et en plus, qui ont dit, nous ne tenons même pas compte des nouvelles pièces qui ont posé problème qu'on a apportées. Les arguments même dans le dossier relevé par la défense nous permettent de dire que cela ne tient pas la route. Pourquoi je ne devrais pas défendre un Guadeloupéen innocent? Quel est votre problème avec les hommes, monsieur? C'est vous qui avez un problème avec les hommes. Moi, je suis là pour la justice. Je suis désolée et vous ne me ferez pas changer d'avis. Et je suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là parce que quand je pense quelque chose, je pense que c'est juste, je vais jusqu'au bout. Et ça peut vous choquer. Je sais que ce n'est pas dans l'air du temps. L'air du temps, c'est uniquement maintenant le féminisme. Quand je faisais le féminisme, c'était pas l'air du temps. Il y avait les colibés. Maintenant, je ne suis pas dans l'air du temps. Je dis que si une minorité de femmes ne dit pas la vérité,
Je suis là pour défendre des hommes injustement accusés. Point. Très. Merci. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, monsieur. Merci. Alors maintenant, un tour rapide de plateau, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. Et nous débuterons avec Evita. Bon, on va continuer avec Evita. Tiens. Alors Ben oui, je viens de finir. Je prenais un peu mon souffle. Parce que j'ai l'impression, j'ai longuement parlé de ça en début d'émission. On revient sur ça. Je me dis, est-ce que les gens suivent? Est-ce qu'ils comprennent? Bon. Alors, nous irons juste du côté de cette question. Les réseaux sociaux sont-ils néfastes? Moi, je vais vous dire, franchement, comment j'utilise les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je les utilise parce que souvent, il y a des informations. Il y a des informations qui sont intéressantes, notamment ce qui se passe à l'étranger, en Afrique surtout, au niveau actuellement du Covid, les découvertes scientifiques. Il y a des gens qui apportent toujours des informations. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a des gens qui sont vraiment, qui alimentent. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, ils sont néfastes parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui ne se comprennent pas. Il y a des gens qui ne se comprennent pas. Il y a des gens qui voient les choses totalement différemment. Il y a des gens qui n'ont pas... Donc, à partir du moment où on n'avait pas la même vision, vous ne comprenez pas, c'est évident qu'il y a parfois des chocs. Et puis, il y a des gens qui, comme dit Zébris, et je suis entièrement d'accord, et je félicite Zébris d'avoir bien résumé ça, il y a des gens qui profitent, qui se disent, ça y est, je vais mettre le désordre, je vais mettre le bordel, j'ai un minimum de pouvoir. Parce qu'on a dit, les médias, les médias, c'est quand même laissé c'était l'entre-soi des journalistes et autres. Là, c'est monsieur tout le monde qui peut venir dire, voilà, j'ai vu un tel, j'ai vu Evita voler un jambon à Brise Unique. Même si je ne vais jamais à Brise Unique, eh bien, ça y est, c'est parti. Evita Chevry vole des jambons. Eh bien, vous ne pourrez rien faire contre ça. Alors déjà, Tapi disait, contre le 20h, on ne peut rien faire, mais contre les réseaux sociaux, c'est sûr. Mais je dis, il faut aussi avoir le courage, et c'est ça qui me paraît important, d'accepter ça. De se dire, voilà la réalité de ton pays. Tu parles de Bourdieu, on te répond au cancan. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et c'est ça. C'est parce que c'est la réalité de ton pays. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette acceptation de la réalité de son pays. Mais on continue son chemin. Ça ne veut pas dire qu'on renonce, on continue son chemin. Donc voilà ma position sur les réseaux sociaux. Elle est relativement mitigée, puisqu'il y a du bon et il y a évidemment beaucoup de néfastes. Merci. Harry? Les réseaux sociaux sont-ils néfastes? C'est néfaste. Chacun doit savoir faire son choix. Bon, personnellement, je fonctionne avec WhatsApp parce que je reçois des informations d'amis un peu partout. On m'envoie des choses un peu intéressantes et c'est tout. Je me suis arrêté là. Je ne suis pas branché Facebook, les autres trucs, du tout. Bon, parce que je considère qu'effectivement, ça part dans tous les sens et je ne suis pas convaincu d'en tirer un grand profit à ça. Bon. Mais il y a une chose, hein, l'homme est ce qu'il est, il ne changera pas fondamentalement. Et je dis, ça partir du moment, avec ces genres d'outils, qu'on le veuille ou non, ça partira dans ce sens-là. Donc il faut s'y faire. Il faut savoir que c'est comme ça. Bon, ça a des avantages énormes d'un côté, et puis ça a ses inconvénients. Mais par contre, ce que disait Raphaël concernant les jeunes m'interpelle. Mais il est vrai aussi que ça va encore beaucoup plus loin. Parce que c'est l'histoire d'Internet, le numérique, Internet, etc., font que les jeunes n'ont plus du tout le même réflexe. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une table, vous discutez, chacun a son portable, et on parle de choses avec des réponses immédiates. La population de l'URSS, l'économie première du Burkina Faso, le ceci. Je veux dire, et en définitive, on ne peut pas empêcher ça, parce qu'il y a une efficacité reconnue là-dessus. On a des informations immédiates. À l'époque, on apprenait un paquet de dates pour rien, on apprenait un paquet de choses pour rien, on apprenait en géographie plein de choses qu'on oubliait 2 jours après. Maintenant, on a ça et personne n'a besoin d'apprendre. Par contre, on devrait, et c'est là, ce qui me touche, c'est que si on perd la pensée logique, on perd la pensée, l'analyse, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'humanité même va avoir de sérieux problèmes. Merci Harry. Samuel. Un véhicule en lui-même ne peut être néfaste, c'est ce qu'on en fait.
Je peux prendre une arme pour vous tuer, je peux prendre une arme pour vous défendre. Donc, un véhicule n'est jamais Mais pour défendre, on va quand même tuer. Non, ça, non, non, ça peut, Excellent. pas du tout. Non, pas du tout. Non. Alors, ça ramène au fait qu'une arme ne tue que si on actionne le chien. Si un policier arrive et que vous êtes en danger, il va dissuader quelqu'un avec son arme. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de blessés, vous aurez été protégé parce que le policier sera arrivé à temps. Une arme, je dis encore, elle peut vous tuer ou vous protéger. Parce que si à chaque fois qu'un policier ou un gendarme intervenait, c'est des centaines de morts qu'il y aurait eu tous les jours. Donc, pourquoi on ne sort pas tout le temps son arme? Non, mais il n'est pas obligé de la sortir, justement. Le fait qu'il soit là avec son arme, voilà, c'est un gendarme. Voilà. La peur du gendarme. Voilà, la peur du gendarme. Donc, ça peut servir. Un couteau, ça vous sert à manger une canne, ça vous sert aussi à tuer quelqu'un. Bref, un instrument lui-même n'est jamais dangereux, c'est ça qu'on en fait. Donc, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, justement, avec cette histoire de pandémie? Eh bien, on a vu que les scientifiques ne s'entendaient pas sur certaines choses. Et pourtant, des scientifiques qui étaient tous avec des carrières, avec des plus capés les uns que les autres. Ça a fait quoi? Ça fait qu'avant, on ne se posait pas de questions à savoir si on prenait un vaccin. Si vous aviez le même phénomène il y a 10 ans, 20 ans de ça, tout le monde aurait été vacciné. Ouais. Sauf que là, il y a des gens qui vous expliquent que c'est génique, c'est machin, c'est pas traditionnel. Mais est-ce que sur les réseaux sociaux, on n'est pas tous experts en quelque chose? Non. On a vu sur les réseaux sociaux qui sont les véhicules, des scientifiques qui vous expliquaient, qui étaient pour la campagne de vaccin ou contre. Donc ça montre bien. En fait, ça appelle quoi, justement? On vit dans un monde où on doit faire de plus en plus appel au libre arbitre. Et c'est là que je pense que c'est la chose la plus compliquée. Lorsque vous avez des informations qui arrivent à flot, comment faire la différence entre ce... Et c'est là qu'on doit être plus intelligent. Je pense que les jeunes aujourd'hui développent une autre forme d'intelligence parce que c'est vrai que les journalistes étaient de l'entre-soi. Un journaliste pouvait, et il a dit, quelqu'un du Figaro n'écrivait pas comme quelqu'un de machin, qui n'écrivait pas. Vous avez des journalistes avec des tendances de droite ou de gauche et tout ça. Mais à l'époque, c'était moins poignant. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir un libre arbitre parce que sinon, vous allez... D'ailleurs, j'ai assisté à quelque chose récemment. Depuis les réseaux sociaux, les gens meurent plusieurs fois. Ou ils ressuscitent. On voit des gens, on vous dit, il est mort, d'ailleurs, on l'a vu. Avec M. Véléen. Avec M. Véléen, il est mort, par son âme, on a... communiqué sur sa mort. Il n'est pas mort, M. Véléen, il est bien vivant. Voilà. Il y a des gens qui... Voilà. Moi, j'ai appris, on n'a pas le nommé, mon ami Kayol, j'ai appris qu'il était mort. Tout point à pied, tous les commerçants dit paix à son âme. Kayol est mort, Jimmy, paix à son âme et tout ça. Mais jusqu'à maintenant, il est encore là. Donc, on meurt plusieurs fois et on ressuscite aussi. Enfin, il faut choisir. Donc, ça montre que c'est dangereux. Ça peut être dangereux quand c'est manipulé par des personnes qui sont soit mal intentionnées, ou peut-être même pas mal intentionnées, mais qui ont envie juste de faire le buzz. Juste d'être le premier. Alimenter les cancans. Alimenter les cancans, c'est pour ça. Et là, je vais dire quelque chose à Evita. Lorsque j'ai lu, et ce que je lis... Alors, on ne revient pas de... Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas croire qu'Evita est mon secret pour le chignon en permanence. Du mal. Voilà, mon chignon... Lorsqu'elle voit les propos, ce qui a été écrit, eh bien, j'ai envie de dire quoi? Lorsque vous voyez comment on peut déraper entre ce qui est dit par l'élu et ce qui avait été dit, en fait, c'est deux personnes qui n'ont pas de problème, mais comment on peut déraper à partir du moment où il y a des attaques ad nominem? À partir du moment où, et c'est là que le réseau, encore un véhicule, ça aurait pu se dire autrement, mais à partir du moment où vous attaquez quelqu'un, la personne sait que toute la Guadeloupe a lu que, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait vite de vous répondre encore, être plus méchant que l'autre. Voilà, donc il y a une sorte d'ascension de la méchanceté qui est tout à fait inutile. Non, je ne permets pas de dire. Patricia Brafantrobo a simplement dit. Il y a eu le 8 mars. Non, je ne vais pas repartir sur ça. Il y a eu le 8 mars. Je n'ai pas entendu Madame Jasper. C'est tout ce qu'elle a dit comme phrase. Il ne faut pas dire que c'est une accélération de méchanceté. J'ai pas dit... Attends, non, comprends bien mes propos. Je dis bien, je redis qu'il y a une montée en charge, il y a une ascension de propos, même si vous avez mal compris, vous avez mal dit quelque chose ou ça a été mal compris, les réseaux sociaux font que ça va être encore pire. C'est pour ça que j'appelle Raphaël, là, je ne suis pas d'accord. Oui. On a un réseau, on a monté un réseau, je parlais de Charles tout à l'heure. Oui. Dans le groupe que j'ai monté, il y a une éthique.
Oui, c'est-à-dire, même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il n'y a pas d'insulte dans le groupe, il n'y a pas d'attaque ad nominem, il y a juste, on peut ne pas être d'accord. Et ça, j'y tiens. Puisqu'il y a la liberté de s'exprimer. Il y a des choses qui se disent sur mon groupe, je ne suis pas du tout d'accord, mais je ne réponds même pas, puisque c'est sa vie comme ça. C'est ça la démocratie, de dire les choses. Si je ne suis pas d'accord, je vais donner mon point de vue. Mais attention, une fois que j'ai donné mon point de vue, tout de suite on passe au autre chose. Je ne vais pas garder voilà, une rancœur contre la personne qui aura dit une chose. Alors je pense qu'à la technique, il y aura une rancœur. Donc voilà. On va. Dans tous les cas, c'est un débat qui fut très intéressant ce soir et vraiment peut-être trop court. Mais il faudra nous donner une dérogation pour justement aller chez nous. Parce que là, oui. Alors, Zébris. Motif impérieux. Pour moi, les réseaux sociaux sont-ils néfastes? Je dirais que non. Parce que je suis d'avis qu'une voiture, que ce soit une Lamborghini ou autre, c'est le pilote qui la conduit. Par contre, les réseaux sociaux nous deviennent néfastes lorsque on nous permet d'avoir une certaine liberté, mais qu'on n'a pas appris forcément à voler, ou bien qu'on vole avec des ailes cassées. C'est la responsabilité de chacun d'avoir un droit sur un clic, et soit de détruire la vie de quelqu'un, soit de le faire ressusciter, ou de se tuer soi-même. Donc c'est une responsabilité qui est contre chacun. Et à ce niveau-là, chacun est libre, mais sera libre aussi de faire ses choix, mais récoltera ce qu'il y aura par la suite. Donc les réseaux sociaux ne sont que le reflet de l'être humain en lui-même, de la manière dont il perçoit et il se perçoit. Et c'est là que c'est dangereux, comme ça peut être très intéressant. Merci. Raphaël. Oui, moi je crois que c'est la notion de dangerosité est posée. J'aime bien que Zébris la pose par rapport au jeu, mais il faut la poser aussi par rapport au nous, parce que le jeu est aussi quelque part, et c'est le débat qu'il y avait tout de suite, le réseau social c'est un écran. Qu'est-ce qu'on fait d'un écran? On se projette sur un écran. Mais en même temps, l'écran masque des choses. L'ambiguïté. On projette, donc ça rend visible un tas de choses vraies ou fausses, et en même temps, ça masque d'autres choses. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui mériteraient vraiment des extensions. La tendance, ça a été dit par Samuel, ça a été dit par Zébris, la tendance d'usage du réseau est d'une tendance inflationniste. Ils ont parlé d'addiction. On change de domaine là. On a parlé d'addiction, c'est la première chose. La tendance du réseau, c'est aussi d'être incontrôlable. Par définition, la propension du réseau, c'est de se développer. Hein, c'est un rhizome, c'est un réseau. Donc à vous de voir un petit peu jusqu'où ça peut aller. Et ça facilite aussi la fuite dans l'imaginaire, du désir, dans n'importe quoi. Et ça facilite aussi l'éruption de la pensée divergente. Puisque quand le statut de la parole que tu donnais tout à l'heure, tout le monde peut dire n'importe quoi, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Au nom de la démocratie, il n'y a pas de débat. Je suis désolé, tout le monde n'a pas le droit de dire ce qu'il veut en termes de c'est vrai ou c'est faux. Bon, tout le monde, enfin, en droit, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais dans le fond, toute parole n'a pas parole. Faut pas exagérer. On est quand même fondé sur la parole. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui se joue de manière très manipulatoire, souterrain, dans les réseaux. C'est l'économie de marché. Ça se vend, ça résonne l'économie de marché. Et cette économie de marché a besoin de consommateurs. Et là, vous êtes dans l'addiction, vous êtes dans le réseau de vrais consommateurs et vous multipliez, vous démultipliez ça à l'infini, d'une part. Et l'économie de marché a besoin aussi de la conquête des esprits, par le nivellement par le bas. Parce que la dernière chose qu'il faut, c'est que l'esprit doit être critique. Il ne faut pas qu'il soit critique, il ne faut pas qu'il puisse se remettre en cause. C'est les bases de ce qu'on a maintenant, ce qu'on appelle la cancel culture. Donc bonjour au monde à venir. Merci. Merci Evita, merci Samuel, Raphaël et puis Harry et Zébris d'être venus sur ce plateau. Et merci aussi à vous qui êtes à la maison, qui nous regardez, à vous qui êtes fidèles. Alors vous êtes peut-être fidèles aux réseaux sociaux, mais je sais que vous êtes nombreux aussi à être fidèles à cette émission. Que les choses soient dites. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et nous nous retrouvons mardi prochain avec un autre thème qui sera tout intéressant. Excellente soirée à tous.